ça va? Ça va? Ouais, cool. T'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est à fond dessus. Ah oui, il en a parlé aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable, tout le monde en parle, non. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. La chaîne, c'est France 2 et l'émission s'appelle Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Mais avec la nouvelle année, Tout le monde en parle a évolué. L'émission sera, plus divertissante. C'est pour ça que j'ai demandé à Patricia Gaillot et à Laurent Ruquier de nous rejoindre. L'émission sera plus culturelle. Alors là, évidemment, tout de suite, c'est pour ça qu'on a demandé à Laetitia Casta d'être là et à Pierre Arditi également d'être là. Alors de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler du politiquement correct. Nous allons nous demander où est passée la provoque avec Christine Boutin, Carte Zéro, Thierry Pfister, Guy Konopnicki et Laurent Allier. On va parler des femmes, on va parler de la femme. On va se demander qui est la femme idéale de l'an 2000. Inutile de vous dire que Laetitia Casta a de bonnes chances d'être sélectionnée. On va en parler avec le docteur Gros, très sérieux, le docteur Plug, encore plus sérieux, et Jean-François Janvel. Il invente. Bien sûr. Il invente les noms. Ils sont pas là. Et Jean-François Janvel, photographe. On va parler des anges. Les anges existent-ils? Alors avec Jean-Charles de Castelbajac, qui est un mordu des anges, et André Berkoff, qui n'y croit pas du tout. Mais avant de savoir où est passée la provoque, on va faire un petit tour de table entre nous, si vous voulez bien, pour savoir ce dont on parle, à part les sujets dont on vient de parler, autour de vous. Alors Laurent Ruquier, de quoi on parle en ce moment? Parmi les sujets, on va dire, récents, il y a un truc dont tout le monde a parlé, c'est évidemment l'affaire du match Lens-Marseille avec le fameux penalty qui a été refusé par un arbitre. À chaque fois qu'il y a une faute d'arbitrage, vous avez tout le monde qui se pose des questions. Est-ce qu'il faut mettre la vidéo dans l'arbitrage? Est-ce qu'il faut aider l'arbitre par la vidéo? Mais la vidéo, elle y est déjà. Sur les matchs. À partir du moment où le match est filmé et que tout le monde en parle, effectivement, vous avez raison Thierry. Mais en fait, ce qui m'agace là-dedans, c'est le côté, il faut une fois pour toutes décider qu'il y a la vidéo oui ou non, mais à chaque fois qu'il y a une erreur, on reparle de ça. Évidemment, le problème, c'est que s'il y a la vidéo pour arbitrer, les arbitres pourront plus se faire payer pour arbitrer en faveur d'un ou de l'autre. Déjà, les pauvres, qui courent beaucoup, si en plus il faut qu'ils courent avec une caméra sur l'épaule, c'est déjà compliqué. Et puis du football plus Laetitia Casta, je crois ça fait 3 ballons. Alors Laetitia... Vraiment. Bonjour. Moi, je ne me serais pas permis. Non, mais c'est normal. C'est Ruquier. Non, c'est Ruquier. C'est la fréquentation de Ruquier qui me rend comme ça. Avant, je n'aurais jamais dit des trucs comme ça. Non, mais de quoi on parle le plus autour de vous, Laetitia, en ce moment? À part de vous, évidemment. Non, moi, je peux vous dire, tout le monde parle de vous. Hein. Oui, mais bon, il n'y a pas que c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a d'autres choses. Attendez, il y a 14 couvertures de magazines avec Laetitia Casta. En tout cas, tout le monde parle d'Astérix dans lequel. on va en parler après. Elle va jouer ça, on va pas y échapper. C'est ce que j'ai toujours, c'est bien, mais après on va voir ce qui se passe après. Souvent, on monte et on redescend vite, donc. Elle sait tout. Non, mais. Vous avez l'impression qu'on parle de quoi en ce moment, Pierre Arditi? On parle de tas de choses. Alors, vous voulez qu'on parle d'une chose sérieuse? On parle beaucoup du discours dit sécuritaire, c'est-à-dire comment on fait face à la violence urbaine avec les gens qui sont. Les sauvageons. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Une théorie qui consistera à envoyer ces jeunes gens casser des cailloux, et puis d'autres qui pensent qu'effectivement il y a d'autres moyens, qu'on a fait du tout préventif, que maintenant il faut aussi faire un peu du tout. Une bonne partie de sanctions, voilà, et je pense que la vérité est sûrement entre les deux. Alors on va commencer d'abord avec l'hyperview, avec l'hyperview de Laetitia Casta. Vous avez appris ce mot-là quand? Je l'ai non seulement appris, je l'ai inventé. Alors voilà, quand c'est l'hyperview, la lumière change, comme ça. Alors évidemment, avant on était 5 contre 1, là maintenant on est plus 4, enfin contre. Tout contre. Alors, vous avez déclaré, Laetitia Casta, j'aime pas la télé et surtout j'aimerais pas en faire. Pourquoi? Vous trouvez ça frelaté, la télé? Vous trouvez que c'est un monde frelaté? Je trouve qu'on n'est pas vraiment naturel en télévision. Là, vous avez l'air très naturel. Hein. Ouais, mais j'essaye, mais c'est pas évident parce que il faut aller vite, il y a plein de choses à dire et parfois on vous coupe. Tout à l'heure, j'avais du mal à poser une question. Prenez le bras. Je disais une fille qui me touche le bras, qu'est-ce qui se passe? La veste qu'il a, qui a l'air très jolie. Déjà, elle m'a fait des compliments sur la façon dont j'étais alors habillée. après, du coup, je lui arrache la veste. C'est dommage. Vous vouliez poser, oui, c'est ça. Vous avez l'impression que ça va trop vite, que c'est exactement. Bah oui, mais nous, vous savez, ça nous fait pas marrer. On préférerait aller au bout des problèmes, en parler vraiment et tout. Mais voilà, les gens s'ennuient, ils zappent, c'est terrible. C'est ça qui vous énerve à la télé, c'est le zapping. Peut-être. Mais j'ai un papa qui appuie beaucoup aussi sur la... Vous avez un copain? Un papa. Un papa. Mon papa. Un papa qui appuie beaucoup sur la télécommande. Exactement. Oui.
Alors, vous avez 20 ans, on dit que vous êtes la plus belle femme du monde, c'est pas juste pour vous flatter, parce que je le lis toute la journée dans les journaux. Oui, ils ont un petit peu exagéré, là. Ah bon? Oui, il suffit d'aller voyager un petit peu. L'une des plus belles femmes du monde. Voilà, enfin même... Non, mais... Il y a d'autres planètes, vous savez. Exactement, il fallait sur Mars... D'accord, enfin pour moi... Alors dites-moi, il y a juste une question, c'est très très personnel. Hein. Dans certains articles que j'ai lus sur vous, vous faites 88, 60, 88, et avant c'était 90, 60, 88. Ça te dit rien, toi? Je veux dire, franchement, 88... C'est bien pour mon loto, mais c'est un peu trop. 88, 60, 88 ou 90, 60, 88? Alors franchement, 90, 60... D'accord, c'est ça le bon chiffre. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Mais de toute façon... Ah non, on s'en fiche pas du tout, nous. Parce que nous, on est hétéros. Non, mais... C'est pas ça la question. Excuse-moi, Laurent. Bon. Tu l'as cherché, celle-là, tu sais. Tu l'as cherché, celle-là. Je m'en fous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fout des mensurations. On voit qu'elle est belle, on n'a pas besoin de savoir combien elle mesure, de taille, de tour de poitrine. Et vous mesurez 1 mètre. C'est ça, je veux dire. Oui, d'accord. Vous mesurez 1 mètre. Et puis, vous savez... Mesurer 1 mètre? Non. Non, mais comme une coupe au bout d'1 mètre. Il faut que je vous coupe, parce que ça dépasse, alors. Bon alors, vous vouliez dire quelque chose? Ne faites pas votre Laetitia Casta non plus. Parlez comme vous avez envie de parler. Mais je parle comme j'ai envie de parler. Je trouve que de toute façon, elle est très jolie, qu'on n'a pas besoin de savoir combien mesure quoi. Je veux dire, c'est un constat. Elle est belle, voilà, point. Que même les filles la trouvent belle. Attends, oui, c'est ça. Les femmes l'aiment. J'ai l'impression d'être au marché, là. Non, pas du tout, non. Vous êtes sur une stèle et on vous admire. Voilà. Alors, non, 1m71 pour les défilés, c'est embêtant. C'est pas vrai, je fais pas 1m71. Vous faites combien? 1m68. Elle est encore plus petite. Oh là là, elle est naine, J'ai les petits talons, là. 1m68. Bon, vous êtes en tous les cas pas... c'est vrai, enfin, monsieur Pflug et monsieur Gros, nous en parlerons tout à l'heure. Pflug, ça fait mal. Surtout Pflug. Vous avez leur mensuration. Ah bah oui. Arrêtez, c'est un professeur très sérieux. Mais très très sérieux, oui. D'ailleurs, à mon avis, il est parti maintenant. Depuis le temps qu'on se fout de sa gueule, depuis le début de l'émission, si le mec est encore là quand il doit passer, moi, je lui dis bravo. Il s'appelle Pflug depuis qu'il est tout petit, il s'en fout, lui. C'est comme vous, Ruquier. Oui, c'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom. Tandis que vous, Ardisson, si... Ah bah non, moi ça... Si on disait... Ouais, bien entendu. Alors, vous savez ce que ça veut dire, tiens, en parlant de ça, Laetitia Casta, ce que ça veut dire, en fait, ce que ça signifie. Et ça lui va très bien, en plus. Vous n'êtes pas latiniste, Pierre? Je l'ai été, oui. Casta. Casta, c'est chaste. Et Laetitia, c'est la joie. Son nom signifie joie chaste. En plus, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est... Et c'est vrai? Je sais pas. Bien sûr, c'est vrai. Non. Attendez, non, elle a arrêté. D'abord, elle est joyeuse et elle est chaste. Elle a fait ses études, elle a arrêté ses études à 17 ans. Donc c'est normal, le latin, elle n'a pas vraiment eu le temps. Non, on m'a souvent parlé. Vous savez, même si on va jusqu'à 25 ans, on ne fait pas beaucoup de latin à l'école. Non, mais on m'en avait parlé. Oui. Et on m'avait dit que Laetitia... Non, mais c'est ça, ça veut dire Laetitia. Là. Puis il y a Gainsbourg aussi. Bon. Alors, elle est corse, en fait, d'origine. En fait, elle est née en Normandie, mais elle a été élevée en Corse et elle adore la Corse. Voilà, c'est ça. Hein. J'adore la Corse. Voilà, elle adore la Corse. Et elle a raison. Alors, quand vous avez commencé dans le boulot, on ne va pas raconter toute votre carrière, parce que, mais vous avez refusé la chirurgie esthétique, et vous avez dit, pas question qu'on touche à mes dents. Oui, parce ça, je vous rassure tout de suite, c'est pas à vos dents qu'on a envie de toucher tout de suite, mais... Oh, ça, c'est vraiment... c'est du Ruquier. C'est du Ruquier. Voilà, ça, c'est du hétéro, tu es hétéro. Ah non, c'est pas du hétéro, c'est du Ruquier. Alors, donc, vous avez dit, pas question qu'on touche à mes dents. Non, parce que je pense que ce serait l'empire des insultes à faire à mes parents. Ouais. De toute façon, je suis comme ça. Pourquoi c'est eux qui vous les ont payés? Non, mais ce sont des vraies, justement. Elles sont bien, ouais, elles sont vraies, voilà. Elles sont pas parfaites, mais ça sert à quoi d'être parfait? Ça sert Dis Laetitia Casta. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien. Je le dis tous les jours. Non, ça sert à rien, parce qu'on ressemble à tout le monde après. Et j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Ça, c'est réussi, hein. J'ai envie d'être moi-même, tout simplement, et d'être heureuse, voilà. Alors, votre première photo, c'était pour le Glamour italien, c'est une photo Adam et Ève. Au début, comme ça, se montre, vous dites la télé, c'est un peu frelaté, il faut aller vite, il faut faire l'intéressant, et c'est vrai. Mais dans le monde de la mode aussi, c'est terrible. Quand vous avez fait votre photo en Adam et Ève la première fois, ça devait être... C'était pas évident, parce qu'il y avait un jeune homme en face de moi. Qui faisait Adam. Qui faisait Adam. Et... Est-ce qu'il était dur de la feuille? Et alors? Sûrement. Et alors? Et donc, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de se mettre contre un jeune homme parce que non, mais c'est vrai. Et j'avais les cheveux longs et j'avais que les cheveux entre lui et moi. Lui et vous, ouais. Et je me souviens, on me demandait de me rapprocher de lui et j'étais comme ça, quoi. Je rentrais le ventre. Ouais. Et puis voilà.
Ça s'est fait quand même. C'est intimidant quand même. Alors bon, c'est une jolie Ève en tout cas. Ah, c'est une super Ève. Je sais pas comment était Adam, mais Ève était jolie, hein. Vraiment. Alors bon, après il y a eu toute évidemment votre carrière. Ce qui était assez drôle, c'est la première fois que vous avez fait un défilé, c'était pour Gaultier. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu des punks avec des cheveux rouges. Et vous avez appelé votre agent en lui disant c'est vraiment là que je bosse. Oui, c'est vrai. En fait, je sortais de l'école et j'avais encore mon cartable. On arrive au casting avec mon père, parce que mon père m'accompagnait à chaque fois. Et donc, il m'attend dehors, je monte. J'arrive, il y avait une queue, comme ça, avec des punks, des cheveux rouges, des anneaux partout. Yvette Horner au milieu. Ouais, c'est vrai. Et donc, je me dis, mais mince, ils sont sympas, tous ces gens, mais est-ce que c'est là où je dois être? Je redescends, je vois papa, tu peux appeler l'agence, je crois qu'on s'est trompé. Ouais. Et mon père appelle, il dit, non, c'est ici. Donc, j'y retourne. Et donc, voilà. Donc... En fait, Gaultier, vous avez choisi justement parce que vous ne ressembliez pas aux autres, en fait. C'est ça, l'histoire. Vous pouvez lui poser des questions, hein, Pierre, vous pouvez lui demander son numéro de téléphone. C'est vrai qu'on avait l'habitude ces dernières années d'avoir quand même. Mais moi, je voudrais savoir ce qui a fait, par exemple, que tu as eu envie de faire ça dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que. Ok. Oui, voilà. Premièrement, c'est arrivé. C'est quoi le désir de départ, c'est quoi? Alors, c'est arrivé par hasard. Vraiment par hasard. J'étais en vacances en Corse, on est venu me voir. Et j'étais à l'école et j'étais une petite fille assez étourdie. Toujours dans les nuages. Mon frère travaillait très très bien à l'école, toujours le premier de la classe, et moi je récupérais ses professeurs. Et le professeur disait, mais dis donc, c'est pas normal que t'es pas comme ton frère, toi. Alors j'avais un peu de mal à suivre, c'est vrai. Et j'étais tout le temps en train de m'amuser dehors, à faire mes petits trucs. Et on m'a proposé de faire ce métier. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc le mercredi et le week-end, après l'école, j'ai commencé à faire des photos. Et ça m'a passionnée d'être devant la caméra. Il paraît que vous bougez très bien devant l'appareil photo. Je m'amuse beaucoup parce que ça me permet... Vous prenez tout de suite la pose, vous savez tout de suite très bien bouger, c'est naturel, quoi. Ouais, je m'amuse beaucoup parce que ça me permet d'être quelqu'un d'autre, d'être par exemple une femme que le photographe veut que je sois. Et ça m'a permis de m'exprimer à ma façon, tout simplement. Donc vous aimez être photographiée? Oui, c'est vrai. Sauf, attends, non. Laetitia, je le dis, hein, Laetitia n'aime pas être photographiée quand elle travaille pas. C'est-à-dire, si vous passez un week-end avec Laetitia et que vous la photographiez sans arrêt, ça va l'énerver, je le dis à nos amis téléspectateurs. Ça va pas m'énerver, c'est juste que ça m'intimide un peu. Ouais, voilà. Parce que en revanche, quand elle travaille, elle aime bien être photographiée. Ce que tu aimes, c'est jouer, finalement. Quoi. Attendez, la Pierre, pourquoi vous la tutoyez comme ça? Parce qu'elle a 20... Parce qu'on se tutoie. Parce qu'on se sent à l'aise quand on aime... Moi, voilà, quand j'aime bien quelqu'un... Je tutoie parce que je me sens à l'aise. Et si je me sens pas à l'aise, je vais vous voyer. Est-ce que vous êtes autant amusé à faire du cinéma, autant amusé qu'à faire des photos? Oui, ou honnêtement, je pense que tout le monde rêve de faire du cinéma. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout sur moi-même. Oui, par exemple? Par exemple, quand on doit dire quelque chose à quelqu'un, ou je t'aime, il faut vraiment le ressentir. Donc à ce moment-là, on pense à ce qu'on a fait avant, quand on a dit je t'aime et on ressent vraiment les choses, on se comprend un petit peu plus, je trouve. C'est comme, moi je pense que c'est comme une armoire où il y a plusieurs tiroirs. On tire le rire, on tire... Elle je sais pas, moi, non mais c'est vrai, elle a eu de la chance, c'est bien parce que c'est vrai, mais j'apprends énormément, mais j'apprends surtout. En fait, ce qu'elle est en train de dire là, c'est vachement bien. Tu le sais pas, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ce que dit Stanislavski. C'est-à-dire qu'il faut servir à l'intérieur de soi, ouvrir des tiroirs à l'intérieur de soi, pour mettre ces tiroirs au service de quelqu'un qui n'est pas soi. Elle fait du Stanislavski sans le savoir. Voilà. Elle a de la chance parce que sur Astérix, elle joue Falbala, donc c'est Obélix, c'est Depardieu, c'est ça qui est amoureux d'elle, alors que Ariel Dombal, qui est sur le même film, c'est Sim qui joue. Alors... Mais je veux dire un truc, quand même, Sim, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Oh bah j'imagine. Vraiment. J'imagine bien. Bien sûr. Bah attends. Bon, alors, encore deux, trois questions. Bon, je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée, vous avez raison, moi aussi. Tu parles. Non, on sait deux choses en fait. Vous, ça vaut mieux. On sait deux choses. On sait quand vous étiez petite, vous aviez des posters de Bruel sur vos murs. Ouais, est-ce que c'est toujours le cas? Non. D'accord. Non, mais c'est Pascal Obispo aujourd'hui? Non plus. Mais ce que je dis... non, mais c'était ma génération. Oui. Et c'est quelqu'un de très mignon et qui chantait bien et qui me plaisait bien. Vous, c'était quoi, Damien? Voilà, c'était George Harrison. C'est mieux que Toubisserie, en tout cas. Alors, et la deuxième chose, alors c'est encore plus surprenant, parce que Bruel, c'est vrai qu'à votre époque, il y avait plein de jeunes filles qui avaient des posters de Bruel à l'époque de la Pizza Pinot, mais
il y a quand même un truc. Quand il avait la pizza Pinot. Commencé à bouffer la pizza, il a terminé en calzone. Votre homme idéal, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que sinon, alors là, on est tous morts. Votre homme idéal, ça serait Jacques Brel. Lui aussi, il est mort, surtout. J'ai dit ça, moi? Oui, vous avez dit ça dans une interview. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, mais ça me rassure. On va voir la personne qui vous fait les fiches. Non, mais personne, c'est moi qui fais mes fiches. C'est Pierre Bachelet qui fait les fiches. C'est moi qui fais mes fiches. Je laisserai à personne d'autre le soin de faire mes fiches. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et pour dire mon homme idéal, c'est un peu trop facile. Justement, je pense que je recherche pas l'homme idéal. Ah, je trouve, on a une chance alors. Moi j'ai lu qu'il avait... tout simplement quelqu'un de vrai et quelqu'un qui soit lui-même et qui soit sincère. Bon, donc, voilà. Chers amis, au revoir. Bon, ben c'était Tout le monde en parle. Voilà, rendez-vous dans 15 jours. Bon, alors, dernière chose, vous dites, parce que évidemment, on se demande quand on voit quelqu'un comme vous, comment est-ce qu'on pourrait la séduire. Enfin, moi, la limite d'âge est dépassée, mais je parle pour des gens comme Laurent qui sont dans la force. Ça y est, c'est en train de marcher. Laurent qui est dans la force de l'âge. Elle a les mains froides. Oui. Vous dites quand même j'aime pas les boîtes, et alors là c'est terrible parce que vous dites je suis un peu mémère. Ça veut dire quoi? Les concerts ou les discothèques? Non, elle n'aime pas les discothèques, elle dit je suis un peu mémère. Ça veut dire quoi? J'aime être seule, je suis un peu ennuyeuse, vous dites, c'est vous qui le dites, non, hein? Oui, non, j'aime pas aller en boîte parce que je trouve que j'aime bien danser. Oui. Et je trouve pas qu'en boîte on puisse danser vraiment. Oui. Parce qu'on se fait marcher sur les pieds, il y a de la fumée de cigarette, on a mal aux yeux, on a les yeux gonflés comme ça. Ouais. Moi je trouve pas ça tellement, je préfère danser chez moi ou avec des copains. Donc les boîtes déjà c'est une mauvaise idée. Moi je trouve pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un, surtout dans le noir quoi. Oui, oui. Non mais le lendemain on peut être déçu. Nous ça nous arrangerait. Bon, très bien. Non, puis pour finir, vous avez dit que je suis stupide, parfois un peu bête. Alors là, je crois que c'est de la fausse modestie, parce que le discours que vous nous tenez là depuis un moment, prouve tout à fait le contraire. Hein. J'essaie de tout simplement dire ce que je pense. Ouais, mais c'est bien. Alors, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que pendant un temps, tous les top modèles, les mannequins étaient c'était plutôt le look anorexique. Ah, mais bien sûr, c'était Twiggy et Kate Moss 20 ans après. Et là, d'un seul coup, on a une jeune femme vraie, avec des rondeurs qui C'est pour ça, parce que les femmes peuvent s'identifier à elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'identifie à Kate Moss? Moi, je veux bien, mais on n'en rencontre pas tous les jours et on lui ressemble pas vraiment. Quand on vous a proposé Astérix, vous croyez que ça se passait en Corse, c'est pour ça que vous avez dit oui, vous avez dit Zidi, je sais pas jouer. Et en fait, ça s'est bien passé, c'est plutôt une récré pour vous, non? Oui, vraiment. C'était comme à l'école, on faisait des conneries. Depardieu était sympa avec vous? Très sympathique. Parce que ils n'ont pas mis de barrière, justement. Ils ne sont pas dit à la mannequin, là, c'est pas joué. Non, au contraire, ils m'ont ouvert les portes et ça m'a beaucoup touchée. En général, il y a plutôt un bon esprit, non, dans les films comme ça, non? Les gens ont envie de passer un bon moment. Ils savent qu'ils vont passer 3 mois ensemble, ils veulent que ce soit agréable, non? En principe, oui. Oui, en principe. Qui vous a fait le plus rire? Sim, Depardieu, Clavier, Michel Galabru? J'avoue que... Il y a Benigni, il y a Sim, il y a Palmade. Gérard, c'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le premier jour. Bon, après, c'était le tournage, mais ce qu'il a fait le premier jour, c'était assez drôle. Gérard Depardieu? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était lui-même, il est arrivé vers moi et il est arrivé en caleçon avec des bottes. Le malin. Non, mais pas du tout, justement. Non, mais moi, j'aime les gens qui sont... Naturels. Voilà, qui sont eux-mêmes, tout simplement. Ouais. Pierre Arditi, juste une question comme ça. Vous n'êtes pas dans le... Non. Pierre Arditix. Pierre Arditix. Alors ça, c'est vachement bien, parce qu'on voilà au moins un dans lequel je ne suis pas. Voilà, donc, mesdames, messieurs, si vous voulez avoir un film où il n'y a pas Pierre Arditi, eh ben, allez voir. Allez-y, précipitez-vous. Obélix et Astérix contre César. Merci beaucoup, Laetitia, de votre franchise. Dans tous les cas, on va regarder un extrait, enfin, regarder la bande-annonce du film. Mais t'as pas fini de t'empiffrer comme ça? Maman, s'il vous plaît, ne fais pas ça, César. Il est tout près. Je sens sa présence. Je vais me les faire. Je vais me les faire. Je vais l'abîmer. Il est pas prêt, ton poisson. À l'attaque. À l'attaque.
j'ai reconnu. Oh, Falbala. Voilà alors Astérix contre César, Obélix Astérix contre César. Alors Pierre Arditi me disait que c'était bien foutu, il parlait pas de Laetitia Casta, il parlait du film. Donc on va continuer notre débat, qui est la femme idéale de l'an 2000. Alors nous on a déjà notre petite idée, mais on a demandé à des spécialistes leur avis. Alors Jean-François Janvel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous avez fait un bouquin qui s'appelle Balcon, alors on comprend tout de suite, il y a du monde au balcon, comme on dit. Il y a du monde au balcon, c'est sûr. Avec Nathalie Garçon, donc c'est des vedettes c'est qui pas un sont... livre sur Mike Brandt. Non, c'est pas sur Mike Brandt. Quoique Mac avait des beaux balcons aussi. Hein, oui, je crois. mais il est tombé du balcon. Donc c'est chez Ipso Facto. Oui. Alors il n'y a pas Laetitia Casta dans ce bouquin? Mais non, on a voulu faire des actrices en devenir, enfin c'est un mot à la mode peut-être, mais des actrices comme ça, bon, on aurait pu en prendre plein d'autres, c'est sûr, là il y en a 11. Ouais. On aurait pu en prendre au moins 15, 20, 30, ouais. Je sais pas. Mais vous allez faire un autre bouquin? Il y aura peut-être un balcon bis, un balcon de terre, non je blague, ouais. Enfin bon. Alors Docteur Gros, alors vous êtes scénologue, alors vous avez publié un bouquin, on s'était vu à l'époque dans Bain de minuit. Qui il est, parce que je comprends. Scénologue, c'est un spécialiste des seins. C'est pas l'étude de la sénilité. Non, j'ai bien compris. Donc vous avez nichonologue, hein, on va dire. Nichonologue. Vous avez fait un bouquin en 87 qui s'appelait Le sein dévoilé. C'est comme ça qu'on s'était connus dans Bain de minuit. Votre père était scénologue. Ça vous fait rire, ça, regardez là. C'est drôle. Mais il est scénologue. Non, mais attendez, c'est pour ça qu'il quand il vous regarde, c'est pas de la concupiscence, c'est professionnel. C'est un examen. Donc, vous êtes, donc votre père est Charles Gros, était le premier scénologue, et vous êtes le deuxième scénologue. Alors votre boulot, c'est bien ce qu'on, c'est de toucher des seins, quoi. Non, il n'y a que 2 scénologues en France. Oui, bah oui. Un par sein. C'est vrai, sérieusement? Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Oui, bon. Il fallait individualiser une médecine du sein parce que c'est quand même quelque chose de très important. Très important. Et qui malheureusement est touché souvent par la maladie. Donc petit à petit. Est-ce que donc vous touchez des seins toute la journée. Oui. Est-ce que les maris viennent, par exemple? Est-ce que les types, quand ils envoient leur femme chez le scénologue, est-ce qu'ils viennent avec leur femme? Il y a une chose très spécifique à la médecine du sein, c'est que il y a un accompagnement très important. Les femmes viennent souvent avec leur mari, leur fille, la mère, la voisine, donc, parce que le sein, c'est vraiment le lien. C'est le lien avec les autres. Vous iriez avec votre femme si elle allait chez le docteur Gros, maintenant que vous le connaissez? J'irais pas. Non, vous la laisseriez aller toute seule chez le scénologue? Bah oui, bien sûr. Bon. Est-ce que votre femme vous accompagne chez le couillologue? Comme si j'avais besoin d'un couillologue. Bon, c'est incroyable. Alors, dites-moi, avant de passer... Est-ce que la femme de Pierre Arditi a besoin d'un scénologue? Alors, pas du tout. Moi, je connais la femme de Pierre Arditi, elle n'a pas du tout besoin. On ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dites-moi, avant de passer à notre fameux docteur Plug, est-ce que vous pouvez nous expliquer juste en un mot, parce que c'est un mot que vous qui aimez bien les mots, tiens, l'érythème pudique? L'érythème pudique, c'est une chose qu'on observe assez fréquemment. Lorsque la femme vient en consultation et est obligée de dévoiler ses seins, il y a ce phénomène donc de pudeur qui fait qu'elle rougit dans cette partie au-dessus des seins et souvent sur les seins. Donc c'est ce qu'on appelle l'érythème pudique. Vous saviez, vous? Non, je ne savais pas ça. Par contre, je crois savoir que vous avez toute une théorie sur le sein, justement, non seulement... mais pas seulement ça, en tout cas. Votre idée, en fait, c'est de montrer que les modes des seins, on sait que, comme Thierry disait tout à l'heure, en 70, c'était Twiggy, plus de seins, on brûlait ses soutiens-gorge, etc. Que maintenant, a priori, c'est un retour aux femmes pulpeuses avec des seins généreux et tout ça. Et vous avez un peu démontré que, en fait, le sein, ça suit vraiment l'évolution de la société. C'était un peu ça votre discours. Oui, c'est un bon reflet culturel. Mais je dirais au préalable que, un peu comme disait Lacan, la femme avec un grand F n'existe pas. Je ajoutais d'ailleurs, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais nous, en tant que médecins, ce qu'on voit, c'est pas la femme collective, c'est des personnes individuelles. Donc, et on remarque que chaque femme a un idéal qui lui est propre, un idéal du sein qui lui est propre et qui dépend de sa personne elle-même, de son histoire, de son conjoint. Le corps s'embellit sous le regard de l'homme qui vous aime. Donc, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Le docteur Gros m'a raconté en coulisses tout à l'heure un cas d'une femme qui avait le sein gauche qui pendait plus que le sein droit. Et elle était persuadée que c'était parce que son mari lui tenait toujours ce sein-là pendant qu'elle dormait. Et est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce que vous voulez vous raconter? Attendez, je voudrais pas que vous ayez connaissance en sang, mais ça arrive souvent, mais c'est parce que vous faites chambre à part. Non, une chose est vraie. Non. Une chose est vraie, c'est qu'il n'y a jamais un sein droit et gauche tout à fait identique. En morphologie, en volume, bien sûr. Je veux dire, il y a souvent un sein plus développé. Et
Et comme il y a certaines femmes qui ont un sein plus sensible que l'autre, eh bien, elles ont parfois tendance à se laisser caresser celui qui leur donne le plus de... Allez, où en était-on? Bon, alors où en était-on, oui. Alors justement, merci Dr Gros. Nous en étions au Dr Pflug. Alors vous avez écrit un bouquin qui s'appelle La beauté, tout un art, qui est publié aux éditions Arziat. Alors, vous êtes chirurgien esthétique, vous avez énormément de succès. Pour une raison très simple, en fait, et quand on le sait, on comprend, c'est qu'en fait, plutôt que de faire des visages ou des corps tous sur le même modèle, vous êtes plutôt un esthète, on peut le dire, et vous vous intéressez beaucoup à la beauté, au tableau, à la beauté à travers les âges, etc. Et quand vous faites quand vous réparez quelqu'un, enfin quand vous corrigez quelqu'un, disons, vous le faites non pas vous faites pas des Pamela Anderson à la chaîne, voilà ce qu'on peut dire pour aller plus vite. Alors, est-ce que la beauté a ses lois? Est-ce que la beauté peut être mise en équation? Alors, effectivement, donc, il existe, je dirais, des normes universelles de la beauté, et ça a été démontré à travers tous les âges et toutes les époques. Et je pense que ces règles sont quelquefois utiles pour un chirurgien esthétique comme je le suis. Donc, j'ai fait un livre où je voulais justement démontrer ce rapport entre l'art, l'esthétique et la chirurgie esthétique. Alors, j'ai lu un papier de vous dans le Figaro Magazine où vous expliquiez que Laetitia Casta correspondait à peu près... ou complètement d'ailleurs, je ne vais pas être disgracieux avec vous, au canon de la beauté. C'est-à-dire, par exemple, il y a des règles que moi je ne connais pas du tout. D'ailleurs, maintenant, quand je vais rencontrer une fille, je vais regarder. Il faut que le tour de taille soit toujours inférieur d'un tiers au tour de hanche. Oh, mathématicien, et ça, oui, il faut avoir fait maths P. Hein. Oui. Alors, sinon, vous prenez avec un mètre, vous travaillez avec un mètre, vous faites quelqu'un. Moi, ça me gêne un peu. Non, mais ça remonte. Attendez, docteur, ça remonte. Ça remonte à la préhistoire. Tout à fait. Ce sont des normes universelles qui ont été décrites par Léonard de Vinci lorsqu'il a illustré un livre qui a été écrit par un moine. Fra Pacioli di Borgo, c'était en 1509. Et là, ils avaient donc défini la règle d'or. Oui. Et la règle d'or est devenue par la suite, lorsque ça a été repris par un ingénieur roumain, le nombre d'or. Et ce fameux nombre d'or, on le retrouve dans toutes sortes de monuments, que ce soit en architecture, dans les beaux-arts, dans la peinture, et c'est valable aussi pour le corps humain, parce que ça a été largement étudié. Donc ce rapport entre les hanches, le tour de hanche et le tour de taille, idéalement, il devrait se situer dans un nombre qui est très rapproché du nombre d'or. Je le dis aux téléspectateurs, après l'émission, vous pouvez prendre 1 centimètre et puis mesurer votre femme. Alors je répète, il faut que le tour de taille soit toujours inférieur d'un tiers au tour de hanche. Vous l'avez jamais fait ce test-là, vous? Non. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure vous avez donné donc je vous écoutais tout à l'heure, vous avez donné les chiffres de Laetitia, les mensurations. Vous avez dit idéal. 90, 60, 88. Eh ben, si vous divisez 60 par 88, vous arrivez à 0,6. Et c'est le nombre d'or. Eh ben voilà. Bravo. Donc maintenant, et moi Alors dernière chose, moi ça me passionne, ça. Il y a les pupilles dilatées aussi. Moi je croyais qu'on avait les pupilles dilatées quand on se défonçait. Il paraît que les gens qui ont les pupilles plus dilatées... Vous parlez de votre expérience. Oh là là, si j'étais tout seul. Il paraît, il y a Guigou aussi. Si vous... il y a qui d'autre? La ministre qui a dit qu'elle fumait des pétards, maintenant on peut le dire. Hein. C'est Dominique Voynet qui a dit ça. Guigou aussi, je Guigou pense. aussi, vous êtes sûr de ça? je sais pas, tu m'appelles, tu me dis si c'est toi. Dominique Voynet, c'est normal. Dominique Voynet, elle est pour la circulation alternée. Les jours pairs, elle roule, les jours impairs, elle fume. Bravo, Laurent. Les pupilles dilatées. Alors, les gens qui ont les pupilles dilatées, il paraît qu'ils sont plus attirants que les autres. Effectivement. Donc ça a été prouvé, étudié, parce qu'il y a des scientifiques qui ont fait des études là-dessus. Si on présente des photos d'une même personne, d'une femme, donc, avec pupilles dilatées ou pupilles rétractées, tous ceux qui ont dû faire leur choix entre les deux photos ont choisi la photo avec les pupilles dilatées. Mais dans le monde entier, en plus, hein, c'est pas seulement en France ou quoi. Les hommes du monde entier. Dans le monde entier, les hommes préfèrent... Alors voilà, mesdames, faites-vous dilater la pupille. Mesdames, n'écoutez pas toutes ces choses. Ça ne veut strictement rien dire. Le charme d'une femme se passe absolument pas là. Non, mais serrez-vous la main, tant pis. Non, mais je veux dire la vérité, moi, des fois, pourtant, je n'aime pas, sexuellement les femmes, mais quand je marche dans la rue et je vois une belle femme, je vais la regarder, elle n'est pas forcément parfaite. Au contraire, parce qu'elle a un truc de différent, elle a un truc de mystérieux, et c'est en elle, c'est un truc qu'elle dégage. Moi,
C'est un peu elle a un truc, voilà, cette femme. une formule mathématique, c'est un peu... C'est quoi ce lynchage de l'animateur? C'est quoi cette émission? On lynche l'animateur. Avec vous, Laetitia. Je suis entièrement d'accord avec vous, ce que vous venez de dire là. Qu'est-ce que vous changeriez chez Laetitia Casta si vous l'aviez sous votre bistouri? Sûrement rien du tout, puisque je l'ai décrite comme idéale. Bon, d'accord. Mais vous, alors vous changez des tas de choses chez les autres, mais votre nom, vous n'y avez jamais songé. C'est vrai que vous le prononcez très mal. Ah oui, alors excusez-nous, parce que alors comment on dit? On dit Fulg, mais si vous n'arrivez pas à prononcer le P, parce que c'est un nom dans la consonance allemande, il faut dire Fulg. Pardon? Il faut oublier le P, vous dites Ah, Fulg. Fulg. Ah, voilà, Fulg. Mais non, Fulg. Emporté par le Fulg. Bon, très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire venir, on a 2-3 témoignages, j'aimerais bien qui viennent nous voir. Je crois qu'il y a Stéphanie Bibard. Avec un B, hein, vous avez dit. J'ai dit Bibard. Très jolie, voilà quelqu'un qui est très joli. Alors Stéphanie, vous, c'est incroyable parce que vous, mademoiselle, vous êtes Aurélie. Alors vous, Aurélie Pluvinage, c'est ça? Bon, alors là, voilà 2 exemples absolument terribles. Vous êtes pas très fourni de ce côté-là. Hein, mais très bien. Mais très joli. Et puis vous n'avez pas de sein, mais vous en foutez. Exactement. Alors que Stéphanie Bibard, elle, qui a fait beaucoup de couvertures, on l'a vu dans pas mal de couvertures de journaux, vous, en fait, vous êtes souvent demandé pour vos seins. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle mannequin sein. Entre autres, oui. Oui. Oui, pour la lingerie, pour des photos de nu, mais beauté, bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir naturellement, je précise. Naturellement? Oui, naturellement, une belle poitrine. Avec ses cheveux, Quand elle dit naturellement, c'est naturellement craquant. Voilà. Non, mais parce que je peux pas me servir des mains, parce que si je me sers des mains, ma robe va remonter. Elle est checky, votre robe, elle est pas mal du tout, là. Le décolleté va plus être mis en valeur. Ça, c'est... Simplement, donc c'est vrai que je suis assez gênée pour les cheveux. Donc vous, en fait, vous vivez de ça, vous vivez de ça, quoi. Quand une boîte de lingerie fait des pubs, c'est vous qui appellent. Oui. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous avez quand même un joli découvert. Hein. C'est exact. Et vous, alors, Aurélie, ça vous gêne pas de... Pas du tout. Non? Apparemment, ça gêne pas non plus les hommes, donc... Ah bon, il n'y a pas de souci, jamais personne s'est plaint? Ah non, jamais personne. Deux bons œufs sur le plat de temps en temps. Ouais. Hein. Tout ce qui est petit est joli. Tout ce qui est petit est joli, on dit toujours. Et alors, est-ce que, Patricia, est-ce que vous pouvez nous présenter nos amis? Oui. Alors, à votre gauche, Il y en vous a un avez... qui a beaucoup moins de seins que l'autre, hein, ça c'est sûr. Vous avez... Je gagne pas ma vie avec ça, c'est sûr. On va peut-être commencer par les jeunes femmes. Vous avez Christelle qui, elle, est mannequin pour les jambes. Ah. Et ça nous semblait intéressant de montrer ce qui peut être un peu les jambes idéales aujourd'hui, puisqu'elle travaille beaucoup pour ses jambes. Elle mesure combien, vos jambes? Je crois 1m10. Ouais. Vous êtes loin de 42 quand même, hein? Mais elle a le record du monde, 42. Vous êtes 1m23 de jambes. Ah oui, vous n'êtes pas très loin, je suis idiot de dire ça. Pas très loin. Non, vous êtes à 10 cm. Non, mais c'est... Ah ouais. Et vous travaillez, vous, c'est les jambes? Principalement pour les jambes, oui. Donc si on avait vos jambes à vous, les seins de Bibard... Stéphanie. Mais ça ferait, ouais. Je trouve ça terrible qu'on prenne qu'une partie du corps de quelqu'un pour faire... Ah non, mais attention, moi, j'utilise la poitrine, bon, effectivement, mais j'utilise énormément mon visage, mon corps. Ouais. Bon. Et moi, j'utilise les fesses. Alors, vous avez à votre gauche Yannick. Alors, qui Yannick, lui, vous allez bien l'aimer, je pense. Alors, lui, c'est un fou de femme, c'est un fou de... C'est un fou de gros Ouais, ça, je vais bien l'aimer si c'est un fou de femme. Hein. C'est un fou de gros seins aussi. Ouais. Donc voilà, c'est Yannick. C'est-à-dire que vous, en fait, votre problème, que la fille soit... Nichonophile, et non pas nichonologue. Voilà. Moi, j'ai un assistant. Que la fille soit bien, pas bien et tout, du moment qu'elle a des seins. Non, faut pas non plus. Faut pas non plus déconner, mais c'est vrai que une certaine, on va dire, profusion mammaire ne me dérange absolument pas. Ah bon? Joyeux Noël. Oui, c'est votre truc, quoi. J'aime bien, oui. Carditi, vous faites quoi? Excusez-moi, vous en vivez de ça ou... c'est sûr. Non, c'est son truc, quoi. Non, vous êtes là parce que vous aimez les seins. Voilà, c'est son Voilà. kiff. Comment s'appelle ce cinéaste qui en vit et qui Bruce Meyer. Voilà, Bruce Meyer qui a fait les méga Vixen Voilà. et Bertrand Blier qui a fait aussi un livre sur les seins. Ça fait 2 cinéastes qui en vivent. Ah, lui, c'est sur les soutiens-gorge, Bertrand Blier. Bon, merci à tous, merci Doctors, merci Stéphanie. Donc, où est passée la provoque avec Christine Boutin, Karl Zéro, Thierry Pfister, Guy Konopnicki et Laurent Allier. Mais avant tout, cette émission maintenant n'est plus composée uniquement que de débats. Il y a aussi des interviews qu'on appelle des hyperviews. Ah oui, Voilà. c'est un procès. Sympa. Je comprends. C'est un procès, C'est un procès Appelons politique. ça un procès, alors, Voilà, et j'appelle donc Christine Boutin.
Bonsoir, Christine Boutin. Bonsoir. Ne soyez pas trop... Vous n'êtes pas impressionné par cet aéropage qui va vous hyperviewer? Non, oui, non. Ce qui lui a fait peur, c'est que vous lui ayez dit qu'on soit 5 contre 1. Vous savez que 5 contre 1 dans un langage argotique, c'est la masturbation. Ah, ça, je ne savais pas. Vous le saviez? Non, absolument pas, mais je compte beaucoup sur Laurent Ruquier pour faire mon éducation. Il va vous dessaler. Oui, absolument. Alors, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes donc un peu en France la personne qui défendait la famille. Vous êtes fondatrice de l'Alliance pour le droit à la vie, c'est ça? Pour les droits de la vie. Les droits de la vie, et vous êtes liée à l'Association pour la promotion de la famille. Pardon? L'association pour la promotion de la famille, non? Non, je ne sais pas de lien particulier. Vous n'êtes pas bien. Mais c'est une association familiale, comme il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes ravis de vous savoir. Elle existe, cette association, oui, quand même. absolument. Et vous n'êtes pas lié à cette association? Non, je ne suis pas lié à cette association. Et elle aime les homosexuels. Au revoir, madame. Vous êtes la vraie Christine Boutin. Absolument. Est-ce que vous êtes bien consulteur pontifical sur la famille au Vatican, c'est vrai ça? Oui, je suis consulteur pontifical au Conseil pontifical pour la famille, oui. Bon. Quand vous dites que vous avez de la compassion pour les homosexuels, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement c'est une attitude un peu condescendante? C'est comme on a de la compassion pour des infirmes, pour des malades? Peut-être je dis que j'avais de la compassion, je ne suis pas sûre d'avoir employé ce terme. Ce que je sais vis-à-vis des personnes homosexuelles, et comme vis-à-vis de toute personne, quel que soit son état de santé, sa race ou sa religion, j'ai de l'amour pour toute personne que je rencontre, parce que pour moi, toute personne est à l'image de Dieu. Je peux poser une question, parce que c'est vrai, je vous ai déjà reçu sur Inter cette semaine, mais il y a une question que je ne vous ai pas posée. Oui. On a tous remarqué que vous ne dites jamais les homosexuels, mais les personnes homosexuelles. Absolument. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est parce que les personnes de petite taille, les personnes de couleur... Parce que, avant tout, pour moi, la dignité vient à la personne, et non pas en fonction de son comportement, son choix politique, ou de sa race, ou de sa religion. C'est d'abord une personne. Et par le fait que j'indique personne homosexuelle, eh bien, c'est pour moi un respect. La personne homosexuelle, c'est pas votre... Ah non, pas du tout. Non, c'est un respect, c'est pas votre subconscient qui parle? Écoutez, j'en sais rien, comme j'ai mon subconscient qui parle comme le vôtre. Hein. Oui, l'homosexualité... Je suis pas sûr qu'il parle comme le vôtre, mais il parle en tout cas. Il parle. Ouais. L'homosexualité rentre de plus en plus dans la vie courante aujourd'hui. À peu près sur 10 films qui sortent au cinéma en ce moment, il y en a 5 qui sont consacrés à l'homosexualité masculine et 5 qui sont consacrés à l'homosexualité féminine. La plupart des gens maintenant qui sont homosexuels le disent. Non, pas tous. Beaucoup de gens. Oui, on commence à le dire et c'est très bien. Je vais vous montrer un petit bout de clip, là, George Michael, qui est un chanteur bien connu. Il s'est fait attraper dans les toilettes à Hollywood. On va pas voir ça quand même. Non, on va pas voir ça, mais on va voir. C'est tragique cette histoire. On va voir. Si vous me le dites tout de suite, je m'en vais parce que l'émission prend un ton là. Non, on va voir le clip qu'il a fait parce que au lieu de se cacher, au lieu de, il a dit bah oui c'est vrai et il a fait un clip. On va voir un petit bout puis après on continuera. Vem var hon? Var kom hon ifrån? Hade hon ätit? Då plötsligt kom jag ihåg, det var ingen dröm. Jag var i Hollywood. Voilà, c'est le dernier clip de George Michael. Alors, ce que je veux dire en montrant ça, c'est que finalement, maintenant, voilà, quoi. Avant, on se souvient dans le temps, quand les chanteurs étaient homosexuels, ils ne le disaient pas, c'était secret, ça se racontait. Maintenant, voilà, on l'attrape dans les toilettes et il fait un clip pour dire, bah oui, je suis homosexuel. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, par rapport à ça, que finalement, c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs, quoi, qu'on n'y peut pas grand-chose, finalement, que
Je ne crois pas que ce soit complètement passé dans les mœurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ça passe dans les mœurs. Du reste, vous donnez l'exemple d'un chanteur, mais moi j'entends dans le monde politique, beaucoup des personnes de la communauté homosexuelle reprochent que les hommes politiques, où paraît-il, il y a beaucoup d'homosexuels, paraît-il, il y en a très peu qui affirment et qui osent l'affirmer. Et regardez par exemple M. Labarrère, qui le dit depuis fort longtemps, est tout à fait respectable et admirable. C'est un homme absolument charmant. Moi, ça ne me pose personnellement aucun problème. Non, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il y a très peu de gens, en tout cas en France, qui le disent, qui l'ont dit, et on peut le comprendre, on n'a pas à les blâmer. Et je trouve affreux d'ailleurs qu'on fasse ce qu'on appelle, je crois, de l'outing, c'est forcément qu'on dénonce quelqu'un, c'est affreux, c'est un choix, c'est à chacun de dire s'il a envie de le dire. Mais il faut surtout préciser que c'est beaucoup plus facile à dire quand on est un peu connu ou célèbre, comme l'est George Michael. Mais évidemment. Quand on fait partie de la bonne bourgeoisie bordelaise, par exemple, et que son entourage ne permettrait probablement pas que la personne en question... Mais il n'y a pas que la bourgeoisie. Enfin, je dis la bourgeoisie bordelaise, oui, parce que vous savez, dans les milieux populaires, cher monsieur, dans les milieux populaires, ce n'est pas non plus une chose que l'on dit facilement. On dit dans un village, quel que soit le milieu, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui est tourneur dans une usine d'exprimer ça clairement face à son entourage que par rapport à un chanteur à succès qui, de toute façon, sera protégé par sa notoriété. Ce que je voulais vous dire, quand vous brandissez la Bible, la Bible c'est infernal quand même. La Bible c'est des sodomites, il y a Sodome et Gomorrhe, il y a de l'inceste. Quand la fille aînée de Lot torche son père pour qu'il la saute, c'est dans la Bible. La Bible vue par Ardisson. Mais non, mais je suis désolé. C'est Laurent Gérard. Genèse 19. Genèse, c'est peut-être pas dit exactement comme ça, c'est ça. Lot. Je préfère le prince d'Égypte, moi. Je suis désolé, mais enfin, vous le savez, vous, ça? Absolument pas. Il faut lire la Bible. Je ne suis pas là. Considérez que je ne suis pas ici. Non, vous avez... Oui, allez-y. Non, mais je continue. Je dis que la fille de Lot, la fille aînée de Lot, fait boire son père, et son père lui fait un enfant, et après ça recommence avec la sœur cadette. Salomon, polygamie, 1000 femmes, Marie à 12 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que finalement... Ça, c'est des comportements humains qui sont rapportés dans la Bible. Mais en ce qui concerne la Bible, malheureusement, moi je n'ai pas préparé comme vous, et je ne peux pas vous donner la référence du verset. 19, ça oui, mais moi, vous pourrez vérifier après l'émission. Si, mais mon sac est dans la loge. Mais sinon... Mais je suis désolée, mais on peut aller me chercher, on verra que la Bible est dans mon sac. À ce moment-là, je vous donnerai la référence exacte. C'est à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, où il est effectivement dit très clairement que l'homosexualité n'est pas acceptable. Oui, donc, mais enfin, l'inceste, la polygamie, tout ça, c'est dans la Bible. Enfin, de toute façon, si vous voulez, le problème n'est pas celui-là. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'avais montré cette Bible. Eh bien, j'ai montré cette Bible parce que c'était l'ouvrage que j'avais dans mon sac. Madame Guigou, pour gagner du temps, nous lisait pour une deuxième fois le discours qu'elle nous avait lu 1 heure plus tôt. Donc moi, j'ai essayé de lui donner d'autres sujets de lecture, et elle n'en a pas voulu. Mais par contre, Monsieur H, député communiste, lui a lu la Bible, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Et ça choque personne quand c'est un communiste. Voilà. Quand c'est un communiste, tout le monde trouve ça normal. La fête de l'humanité, la prochaine fois, vous savez quel thème elle aura? Jésus. On trouve ça tout à fait normal, personne ne dit rien. Mais si Boutin dit quelque chose, parce qu'elle était catholique, parce qu'elle est catholique, pardonnez-moi, eh bien, à ce moment-là, ça devient objet de scandale. Et ça, c'est absolument scandaleux. J'ai vu qu'on avait fait faites une fête Staline avec De Villiers. Mais moi, je ne suis pas stalinienne. Alors, moi, je me demande, au fond, je vais vous dire pourquoi on vous a demandé d'être là ce soir, parce qu'on va parler du consensus, on va parler du politiquement correct, on va parler de la provocation, en se demandant où est passée la provocation. Moi, je me demande, au fond, si vous n'êtes pas la dernière provocatrice. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde pense à peu près la même chose. Et vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous prenez la parole, Et alors, vous êtes encore plus provocatrice que ça. Vous connaissez ce journal. C'est-à-dire que j'ai vu, vous avez donné, c'est quand même de la provocation, ça. Dans un journal qui s'appelle Tabloïd, qui est un journal gay de la région... Vous le recevez, vous, Thierry? Ah ben moi, je le reçois. Mais attends, je suis abonné, attends. C'est de la région Rhône-Alpes. Hein? C'est le journal gay de la région Rhône-Alpes. Et il y a un article qui est en page 6, je dis ça à Patricia, voilà, qui s'appelle Christine Boutin, j'aime le sexe. moi j'ai rien contre ça, moi aussi j'adore le sexe. Non mais voilà, je montre à ma caméra. Donc, je sais pas, est-ce que vous êtes une provocatrice? C'est pas un reproche, hein? Non, mais de toute façon, vos paroles vous engagent et les miennes m'engagent également. Quand j'ai accepté de donner une interview dans cette revue gay, je l'ai fait parce que je n'ai pas de raison de ne pas répondre à une demande d'une revue gay. Pour préparer le PAX, j'ai rencontré la communauté homosexuelle. Ce que j'ai dit, c'est pas simplement dans mon idée de leader
l'idéologie ou du dogmatisme. J'essaie d'être compétente. Des personnes homosexuelles me demandent une interview, je réponds. Alors, ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que j'aimais l'amour, bien sûr. Et donc, ça a été titré « J'aime le sexe », c'est bien très bien. Mais c'est pas mal, hein. Ça n'est pas contradictoire. Absolument, c'est pas du tout contradictoire. Merci, ben voilà. Donc maintenant, on va passer. Elle m'a invité à dîner, Madame Boutin, sur l'antenne d'Inter, parce que je lui ai offert un bouquet de fleurs avant de démarrer l'émission. Ah, c'était toi, la deuxième fois. Je me suis dit, comme ça va mal se passer, elle va sûrement pleurer pendant l'émission. Et non, j'ai pas pleuré. Et non. J'ai pas pleuré. C'était des larmes de crocodile à l'Assemblée. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai été profondément blessée. C'est vrai? Absolument. J'estime que le Premier ministre, et la question que je voulais lui poser en descendant... On a du mal à vous croire. Ah bah, ça, c'est votre responsabilité. Voilà. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été blessée. Et je voulais demander au Premier ministre si véritablement c'était sa façon de traiter les femmes. Ce qu'il venait de faire devant l'ensemble de la classe politique et les Français. Vous savez bien que non. Bon. Ah non, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très bien. Vous savez bien que M. Jospin est un des premiers... Vous savez bien que non. Vous savez bien que non. Et même si il n'est pas votre sensibilité à vous, vous savez très bien que Jospin est quand même le premier à avoir commencé à faire rentrer les femmes là où elles doivent aller enfin. Pas sûr du tout. Si, on est d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas, je ne suis pas béni, oui, on est très en deçà de ce qu'il faudrait. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et même M. Jospin, que j'aime beaucoup par ailleurs, a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais la parité ne répondra pas du tout. Mais justement, quand on veut défendre la parité et que l'on voit comment elle traite une femme députée, on peut se poser des questions. On va avancer, je suis désolé, donc on passe au débat, donc on appelle talk show. Il veut dire des choses, encore Pierre Arditi. Pardonnez-moi de vous dire encore une chose. Je ne sais pas, vous dites que le Premier ministre a une curieuse idée de la manière dont on traite un député. Moi, il me semble en tout cas qu'un certain nombre de vos collègues députés ont une curieuse manière de traiter les femmes dans l'hémicycle. Et ça, malheureusement, ça se voit très souvent à la télévision. Il serait bien de faire attention. Je suis mieux placée pour répondre à cette question. Mais quand je dis vos collègues, c'est vos collègues de votre bord et collègues de l'autre bord. Dans la vie politique, contrairement à ce que beaucoup de femmes disent, je dis qu'il est très agréable d'être une femme en politique parce que les hommes sont courtois. Bien, alors on va passer cette fois, on passe vraiment au débat, donc ça s'appelle talk show. C'était pas un débat là? Non, c'était pas un débat, c'est une fin d'interview là. Alors ça s'appelle Où est passée la Provo? Je vais recevoir d'abord Carl Zero, et avant qu'il arrive, pendant qu'il arrive, on va regarder un petit sujet qui reprend ses meilleures questions justement. Tu dis, depuis toujours, la France marche au mélange. Alors pour être un peu polémique, je te dirais, est-ce que c'est pour ça que la loi Chevènement, c'est un mélange de la loi Pasqua et de la loi Debré? Si d'aventure le mouvement des chômeurs dégénérait et que le président Chirac s'enfuyait à Baden-Baden, est-ce que vous seriez prêt à assumer le... Est-ce que vous seriez prêt à être président de la République? D'abord, il n'irait pas à Baden-Baden. À Baden-Baden, il n'y a plus rien. Bon. Vous savez, il n'est pas très bien informé. Écoutez, on l'a vu récemment. Écoutez, Carl Zero, voyons, soyez un peu plus aimable à l'égard du président. Les mauvaises langues, tes ennemis, te définissaient comme ça. Ils disaient... Un tiers-mondiste, deux tiers-mondains. Ça t'énerve ou ça t'amuse finalement? J'ai lu quelque part que votre épouse et vous possédiez un 2 pièces rue de Vaugirard, un 3 pièces rue Pascal, un 5 pièces rue de Navarre et un 6 pièces place du Panthéon. Alors la question c'est qu'est-ce que vous avez contre les 4 pièces? Ah ben c'est un choix, vous savez. C'est un choix. D'abord je ne l'ai pas. Hein, moi je n'ai qu'un appartement place du Panthéon. Alors, il paraît que tu as réalisé ton rêve en octobre dernier, il y a un mois, en allant aux États-Unis. C'est pas très orthodoxe pour un communiste d'aller au pays des Yankees impérialistes et des hyènes lubriques. Mais ne jugez pas sur ce que disent les autres, jugez sur les faits et les actes. Un grand journaliste comme vous doit juger sur les faits et les actes. Il ne doit pas juger sur les intentions et sur les remarques. Tout flatteur, Vito dépend de celui qui l'écoute. Non, mais je ne sais pas. Carl Zero. Bonsoir, oui. Vous gardez votre mallette avec vous toujours comme ça? Oui, il y a des documents qui te concernent, donc je vais les sortir. Carl Babra, donc ça c'est le vrai journal, c'est le dimanche à Canal à 12h40. C'est demain. Voilà, c'est demain. C'est en clair, hein, il faut le dire. C'est en clair, bien sûr, c'est très clair. Est-ce qu'on va se vous voyez là? Oh non, moi je peux pas. Ah bon? Parce que moi, avant, je tutoyais tout le monde et toi, tu vous voyez, puis maintenant, on a interverti. Carl, quand vous avez changé de look, que vous avez quitté votre jean pour mettre un costume cravate, vous avez déclaré « Maintenant, on me parle différemment, on me respecte et ça me plaît ».
Est-ce que c'est bien dans la bouche d'un provocateur, d'un impertinent, de s'habiller en costume cravate pour qu'on le respecte? Le costume cravate, en fait, c'est intervenu très tôt, hein, tu sais. Je te tutoie, je suis désolé. Tant pis, Karl, on va se tutoyer. Tu me vois, tu fais comme tu le sens. C'est intervenu, en fait, quand j'ai décidé que je m'appelais Karl Zero. Donc, comme tout le monde avait les cheveux longs et des pantalons pas de def, j'ai décidé que je m'appelais Karl Zero, que j'étais punk. Et donc, comme j'étais punk, je mettais un costume avec une cravate, en fait, pour être habillé comme un notaire de province, tu vois, dans les années 50. C'était une forme de révolte. Évidemment, après, j'ai été rattrapé, puisque l'âge venant, tu vois. Ça, ouais. Et alors, je pourrais avoir les cheveux longs, mais j'ai plus de cheveux, donc je reste comme ça, quoi. Alors, tu as déclaré dans Le Monde, il y a 3 sujets tabous sur Canal, c'est le foot, le cinéma et la CGE. Alors, CGE, faut le dire, c'est Vivendi qui est propriétaire de Canal. Et puis, si on n'est pas d'accord avec ça, il faut aller faire une télé pirate. Bien sûr, ça limite un peu nos ambitions, mais c'est comme ça partout. Moi, au moins, j'ai le courage de le dire. Est-ce que c'est bien digne d'un provocateur, ça, de reconnaître qu'on n'a pas le droit de parler du PSG, du cinéma et de Vivendi? Provocateur, non, mais le mot provocateur, ça n'a pas de sens. Provocateur, ça veut dire essayer de provoquer quelque chose, une réaction par rapport à ce que voient les téléspectateurs dans l'émission. Donc, je me définirais pas comme provocateur. Moi, j'essaie de dire la vérité. Ça, c'est un paramètre. Bon, j'ai dit ce paramètre. Alors, en plus, je l'avais dit comme ça a fait le gros titre dans Le Monde. Alors, après ça, boum, boum, sur ma tête, tout le monde m'a dit comment tu peux dire ça. Mais en même temps, c'était mieux de le dire. Il vaut toujours mieux dire la vérité. Non ? C'est vrai. Christine? Je suis d'accord. Bon. C'est vous qui demandez, Karl, aux invités politiques de vous tutoyer? Vous les forcez à vous tutoyer? Je ne les force pas. C'est-à-dire, la première fois, on se vous voit, c'est très respectueux, n'est-ce pas, Christine? Absolument. Et à la fin de la première interview, je dis, maintenant qu'on se connaît, c'est un rituel, est-ce qu'on peut se tutoyer? Alors, ils disent oui ou non. Il y en a certains qui ont dit non. Et toi, Titine, t'acceptes ça? Alors, moi, quand il me l'a proposé, je lui ai dit d'accord si on s'embrasse. Alors j'ai dit, qu'à cela ne tienne, on s'est embrassé. Aussi sec. Et alors, t'as eu un début d'érection? Ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas, ça faisait partie des choses. Pierre Ditti, il vous fait rire, Karl Zero, non? Non, il m'intéresse. Ouais. C'est bien. Voilà, c'est sauvé. Voilà. Moi, je trouve, alors je sais que ça se fait pas de dire ça, mais moi, je trouve le vrai journal absolument formidable. Mais cette attaque systématique anti-Le Pen tous les dimanches, ça vous trouvez pas que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, vous, non? Non, moi, je ne crois pas que ce soit enfoncer les portes ouvertes. Non, je ne crois pas qu'il y a d'habitude à prendre avec ça. C'est toujours aussi troublant, c'est toujours aussi... Moi, ça me perturbe toujours autant. Je n'ai pas envie de m'habituer à cette chose-là. Ça n'est pas une chose habituelle. Si je peux dire un mot, en plus, c'est pas enfoncer les portes ouvertes, parce que c'est attaquer le Front National sur des trucs précis. Ah non, la vieille dans le cimetière qui disait « Mon mari a donné son héritage à Le Pen, il n'a jamais effleuré la tombe », c'était formidable. Écoute... mais je veux dire, est-ce que... D'ailleurs, même les Guignols, Karl, tu le sais, même les Guignols ont fait un sketch où quand on voit le Front National qui éclate... toi, ta marionnette arrive sur l'écran des Guignols et dit merde, mon fonds de commerce qui se casse la gueule. Donc, je suis pas le seul à le dire. Je veux dire. D'abord, c'est une erreur parce qu'il se casse pas la gueule. J'ai 2 fonds de commerce maintenant. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est que maintenant qu'il y a 2 fronts nationaux, ils vont demander à ce qu'il y ait 2 fois plus d'étrangers pour en avoir autant tous les 2. Bien. Non, mais juste là-dessus, ce qui est important, c'est que quand on tape sur le Front National dans le vrai journal, c'est toujours sur des vrais sujets. C'est-à-dire, on va chercher. Ils nous disent, on est un parti contre la corruption. On montre que c'est un parti corrompu. Donc, c'est là-dessus. Ça consiste pas à dire ils sont vilains, ils sont racistes. C'est pas, tu vois, c'est plus important que ça. Mais c'est vrai que c'est souvent argumenté. D'ailleurs, la vieille dans le cimetière, c'était terrible pour eux, c'est clair. Vous regardez le vrai journal de Karl Zero? Bien sûr, oui. Surtout depuis que je connais Karl. C'est juste après la messe, alors. Absolument. C'est parfaitement bien. Karl, non, tu m'as découvert à la radio en fait, en venant à Europe, c'est ça? Oui. Avant, tu regardais pas le journal. Mais non, parce que c'était pas très facile, parce qu'effectivement, c'est l'heure du déjeuner. En général, chez moi, on ne regarde pas la télévision en déjeunant. C'est comme chez tes parents. Dis-moi. C'est sévère. Non, c'est pas sévère, mais nous avons autre chose à nous dire. C'est un moment de rencontre particulière. C'est votre femme qui vous impose ça? Non, c'est la vie de notre famille qui est ainsi. On se retrouve le dimanche et on est content de pouvoir parler entre nous. Voilà, ils parlent entre eux. Dernière question, Karl. Samedi soir, traditionnellement, au fait. Dernière question. Comme tous les Français. Dernière question. Tu as déclaré je refuse d'interviewer des gens du FN. Donc, c'est-à-dire, dans ton émission Le Vrai Journal, il n'y a jamais eu personne du FN. Non. Comme Anne Sinclair, c'est la même position. Ouais, je pense qu'il ne faut pas leur donner la parole. Donc, normalement, vis-à-vis du CSA, j'ai pas le droit de faire ça. En période électorale, je devrais donner un temps de parole, mais je le donne pas. Et puis, j'attends la lettre du CSA que je reçois. Et puis voilà, quoi. Ouais. Jusqu'à présent, t'as pas eu de lettre du CSA. Non, si tu veux, c'est un accord qu'on a passé avec Alain De Greff et Pierre Lescure au début. Je leur ai dit, je prendrai personne du FN. Ils ont dit, OK, c'est libre à toi, quoi.
Voilà. D'accord. Alors, avant de passer au débat, on va regarder... Je voudrais dire quand même que Maigret me fait plus peur que Le Pen, parce que Maigret, c'est Le Pen avec 2 yeux, et il faut y penser. Avant de passer au débat et de recevoir Thierry Pfister, Guy Konopnicki et Laurent Allier, on va regarder encore du Carl Zero, un sketch qui est vraiment marrant, avec tous les ministres socialistes qui fument un pétard. On regarde. Je sais maintenant que l'opposition, toute l'opposition, depuis le bas jusqu'en haut, est particulièrement frileuse sur ce sujet. Nous verrons bien donc comment trouver un chemin, mais on connaît nos ambitions, et si nous devions les borner, c'est tout simplement parce que certains nous auraient empêchés de le faire, puisque, vous savez, il y a des contraintes particulières au Parlement ou hors du Parlement pour faire passer des projets sur ce sujet. La clarté mise dans les écoutes téléphoniques et dans le secret défense, l'accent mis sur la sécurité dans les quartiers populaires, accompagné d'une déontologie policière, l'apaisement mis dans les rapports des Français à l'immigration, une vie parlementaire active et que l'opposition nous rend, il faut bien le dire, plutôt attrayante, une place croissante des femmes dans la vie de la cité et l'engagement du mouvement vers la parité, voilà ce qui doit réhabiliter pour nos concitoyens l'espace public et l'action politique. Voilà, Carl Zero. La musique, c'est George Harrison. Bon, j'appelle maintenant Thierry Pfister, Guy Konopnicki et Laurent Allier. Thierry Pfister, bonsoir. Donc, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Lettre ouverte aux gardiens du mensonge chez Albin Michel. Vous avez travaillé 3 ans avec Pierre Mauroy, mais en fait, vous avez travaillé 11 ans chez Albin Michel. Donc, on va finir. On parle toujours de Pierre Mauroy, mais en fait, c'est surtout. Alors. Pour vous, ce que vous dites, on va en reparler après. Ce que vous dites dans votre livre, en fait, c'est aujourd'hui pourquoi il y a le politiquement correct, pourquoi on ne peut plus rien dire et tout, c'est le juridisme. C'est-à-dire, ça devient comme aux États-Unis. C'est le juridisme, c'est vrai, c'est un. On fait des tout le monde attaque tout le monde, donc on ne peut plus rien dire, quoi. C'est Le Pen qui attaque Charlie Hebdo pour racisme anti-français. C'est d'une part une société de connivence qui fait que tout le monde, dont le meilleur exemple en politique est la cohabitation, puisqu'à partir du moment où tout le monde choisit de travailler ensemble, de s'échanger le pouvoir et qu'il n'y a plus de responsabilité politique, que même quand un président de la République provoque des élections et les perd, il ne se sent pas obligé de démissionner ni rien, alors que Giscard d'Estaing, par exemple, avait déjà expliqué que la Ve République, au minimum, en cas de provocation d'élection par le président, s'il est perdu, il devait s'en aller. Donc tout le monde acceptant de ménager tout le monde, dès qu'une voix différente s'élève, c'est difficile. En plus, nous avons en France un système juridique qui est l'un des plus contraignants des démocraties occidentales. Il y a eu le cas avec Delon récemment de la vie privée, mais nous sommes la seule démocratie occidentale qui, par exemple, au nom d'une vieille tradition française qui veut que tout le monde soit égaux, ne fait pas de différence entre les hommes publics et les citoyens de base, ou entre les citoyens qui utilisent une partie de leur vie privée dans le débat public. Bon, mais ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où Ségolène Royal montre ses enfants dans Paris Match, après qu'elle ne s'étonne pas d'avoir des paparazzis. Tout simplement, un homme politique qui fait, comme l'avait fait Giscard par exemple, des affiches avec sa femme et ses enfants, eh bien il est logique, puisqu'il m'envoie une image, il me suggère une image de sa vie personnelle et familiale, que je puisse enquêter pour vérifier s'il est homosexuel ou pas, puisqu'on parlait des homosexuels. Laetitia Casta, vous avez été, vous, victime déjà, il n'y a pas longtemps que vous êtes dans le métier, vous avez déjà été victime de Voici, vous. On vous a attribué une liaison avec Jean-Yves Le Fur. Moi, j'étais désespéré. Parce que j'ai dit, cette fille, elle a 20 ans. Vous Jean-Yves Le Fur ? Non, c'est pas ça, je dis, elle a 20 ans, elle est fraîche, elle est formidable, elle est jolie, tout ça, et elle est tombée. Moi, je savais pas que c'était pas vrai. Tu es tombée sur Jean-Yves Le Fur, ça m'a flingué pendant 2 jours. Vous croyez au gossi
gossip, alors. Bah, je crois au gossip. Je sais pas, après vous avez démenti. J'étais ravi quand vous avez démenti parce que j'étais tellement triste, sérieusement. Je trouve ça honteux. Comment on peut... C'est des types comme Arditi. En plus, non mais c'est horrible parce que quand justement, je crois il y a un an de ça, je sais plus, il y a un an, j'avais 19 ans, et on dit que c'est mon premier grand amour. Ouais. Et c'était le 5e? Non, le 10e. Non, mais c'est horrible. Non, mais le fur en plus, bon, j'ai rien contre lui, mais comme il est avec toutes les mannequins comme ça, c'est fatigant, quoi. C'est ça. C'est trop facile, mais c'est pas. C'est pas bien. Non. Je suis content que ça soit faux. Alors Pierre, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il y a une partie avec laquelle je souscris, une partie à laquelle je ne souscris pas. Vous prenez l'exemple de Giscard d'Estaing. Bon, à partir du moment où il met sur une affiche électorale, dont je ne me souviens pas d'ailleurs, sa femme et ses enfants, on n'est pas forcément obligé d'aller dans ses cabinets pour voir s'il fait caca mou ou caca dur. Je ne vois pas en quoi, si vous voulez, à un moment donné, il y a quelque chose là-dedans qui est quand même une formidable perversion des médias aujourd'hui, qui est qu'à un moment donné, bon, moi je veux dire, j'y ai eu droit comme tout le monde. Vous avez souffert de Voici, vous? Oui, une fois, bon, très bien. Alors, je veux dire par là qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais si vous utilisez votre vie familiale, vos enfants, votre femme dans le débat public, à ce moment-là, est-ce que vous pensez par exemple que quand on me voit avec ma femme, enfant ou non d'ailleurs, peu importe, dans ma maison, parce que je fais tel truc, qu'on fait un reportage à la maison, on est forcément obligé de penser que c'est le débat public. C'est pas le débat public. Le fait que j'ai une maison, que je sois avec ma femme dans mon jardin en train de regarder les arbres, ça intéresse quand même assez peu de gens, c'est quand même pas d'une portée intellectuelle. Vous faites beaucoup de politique, par exemple, dans cette émission. Non, je ne fais pas beaucoup de politique, j'exprime un certain nombre d'opinions qui sont les miennes, sans obliger personne à en tenir compte et à avoir les mêmes. C'est tout à fait différent. Mais d'ailleurs, ça m'a amusé. Pierre Arditi a une conscience politique. Thierry Ardisson demande où est passée la provoque. Moi, je vais vous dire, la provoque, c'est pas du tout quand Ardisson portait des lunettes noires et posait des questions à la Carl Zéro. La vraie provoque, c'est d'inviter... C'est Carl Zéro qui pose des questions à Ardisson, merde. La vraie provoque, c'est d'inviter Pierre Arditi à une émission sur la provoque pour s'entendre dire que sur la violence urbaine, la solution, c'est quelque part moyen entre répression et prévention, ou sur médecin que d'accord, mais il ne faut pas être trop ceci ou trop cela, et faire applaudir le public dans un panégyrique du Premier ministre. Ça, c'est de la provoque, mais c'est la provoque au second degré. Je ne sais pas la faire, moi, Carl. Je vais vous simplifier un peu, quand même. Je veux dire que quand je parlais d'histoire médecin, je faisais surtout allusion à la rumeur, qui est une chose que je hais, que je déteste, et dont les médias sont extrêmement friands. En particulier aujourd'hui, en ce qui concerne la présomption d'innocence, on voit des pages et des pages entières consacrées à des gens dont on ne sait pas s'ils sont coupables ou non. Et si par hasard ils ont le malheur de ne pas l'être, il y aura un entrefilet en 17e page du même journal. Alors respectons la présomption d'innocence, Pierre Arditi, et attendons la fin des procédures. C'est-à-dire que 5 ans après, quand ça sera passé en cassation, on aura le droit d'en parler. Donc on va vider grandement les journaux. C'est vrai, ça fera de la place. Vous voulez parler de Roland Dumas ? Pas seulement. Bien sûr, Roland Dumas, mais c'est pas le seul. Il y a eu des tas d'autres choses comme ça. Il y a eu dans d'autres. Donc il ne faut pas parler de Roland Dumas dans les journaux. Mais on peut en parler, mais il y a une manière d'en parler. Il y a une manière d'en parler, il y a une manière dont en parle par exemple le journal Le Monde, dont je suis un fidèle lecteur, qui n'est pas une manière qui me convient personnellement parfaitement bien. Il y a vous demandez où était passé le politiquement correct, j'en ai trouvé une trace. Oui, eh bien il y a une manière qu'a Le Monde de parler de Roland Dumas qui fait que pour tout le monde, il est bien évidemment coupable. Moi personnellement, je n'en sais rien. Même moi, je ne sais pas s'il est coupable. Je sais qu'il y a une dame qui, d'elle-même, se présente comme la putain de la République, qui a été payée par un groupe industriel pour être dans son lit. C'est déjà un vrai problème quant au fonctionnement des institutions de la République. C'est une vieille histoire de l'humanité, ça. Ah, c'est une vieille histoire de l'humanité, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal à ce prix-là, non, c'est excusez-moi, c'est normal, c'est que la presse c'est pas la presse, c'est la justice. Vous faites erreur, là, ce sont des juges. La presse ne fait que suivre une enquête de justice. Les juges ne devraient pas faire ce qu'ils font. Les juges ne doivent pas enquêter. Si, ils doivent enquêter, mais ils ne doivent pas faxer le résultat de leurs choses à la presse. C'est peut-être ça qu'il faut pas on faire. Continue, par exemple. Ça les aide souvent à poursuivre leur enquête. Oui. Non, alors on continue, sinon on arrête leur enquête. Alors on continue. Guy Konopnicki, bonsoir, donc vous êtes journaliste à l'événement et vous publiez Candide 2, le retour chez Flammarion. Et alors, notre dernier invité à la barre, Laurent Allier. Donc Laurent Allier, vous êtes le frère de Jean-Yves Allier. D'ailleurs, même si je ne le disais pas, ça se voit tout de suite. Hein. Ah bon ? Vous êtes un peu mieux nourri que lui quand même. Alors surtout quand je le vois pas et que j'entends la voix, il a la voix. Ah, il a la voix. Je me dis Jean-Yves est sorti du tombeau, c'était mon premier. Alors bon, non, malheureusement, il est pas sorti du tombeau. On peut pas parler de provocation sans citer la mémoire de notre ami Jean-Yves Allier. Vous avez déclaré, ça c'est vraiment c'est pas tout le monde en parle pour le coup, mais c'est vraiment personne en parle. Vous avez déclaré dans un journal qui s'appelle Généreux que Jean Hedern avait été assassiné. J'ai la conviction que ça arrangeait beaucoup de gens qui meurent et que c'est très très facile de faire mourir un cardiaque.
Ouais. Et que on m'a... Bon, j'étais à l'autre bout de la France, je suis arrivé très vite, mais quand même... il n'y a eu aucune enquête, il n'y a eu aucune espèce de... On a fermé toutes les portes, il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a rien eu. Ça se passait en vélo, alors je sais pas, c'est comme sur le Tour de France peut-être? Non, c'est pas... Il était cardiaque et il était seul depuis 3 heures. Mais c'était en vélo. Non, ce que dit, oui, c'était en vélo, mais ce que dit Laurent Allier, en fait, c'est qu'on a pu très bien mettre quelques gouttes d'un produit dans son café le matin et qu'en faisant du vélo, comme mais il on va était pas cardiaque... faire comme Yves Montand, on va pas le déterrer hein. C'est mon sentiment, je le dis, puis voilà. S'il y avait des doutes sur toutes les morts, ce serait Halloween tous les mois. Non, mais il avait déjà été menacé du temps de Mitterrand. Hein, et il raconte ça dans L'honneur perdu. Et c'est Doumain qui lui a filé 50 000 balles pour se tirer. C'est vrai qu'il était obligé de partir, a été obligé de partir en Italie. Les menaces sur Jordan étaient réelles. Enfin bon, ou alors... Ça vous semble plausible, ça, Thierry Pfister, vous? Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'un conseiller de l'Élysée puisse mourir dans son bureau à l'heure du journal télévisé sans que personne n'entende rien, sans qu'on fasse de tests à paraffine sur les mains, etc. C'est parce que tout le monde regardait la télé. Et sans qu'on retrouve aucun document ni rien, mais... Dans ce pays, tout est possible. Ce qui est vrai, c'est que la cellule antiterroriste de l'Élysée, c'est-à-dire la création d'une police illégale au cœur de l'État français, en violation de toutes les règles administratives pratiquant des écoutes clandestines, a été créée essentiellement d'abord pour lutter contre M. Jean Edernalier, ce qui donne quelque part froid dans le dos et le vertige, parce qu'à la fois c'est dérisoire, et en même temps c'est terrifiant. Pierre, ça vous énerve tout ce qu'on sort maintenant sur l'époque Mitterrand, surtout le deuxième septennat, il faut bien le dire d'ailleurs, même si vous avez dit tout à l'heure que je n'étais pas un fanatique du deuxième septennat. Ça m'énerve. Non, mais je sais pas, vous voulez pas l'entendre, non? Parce que des fois, il y a des choses. Quand on aime les gens, on veut pas entendre. Non, mais il y a une pédagogie de l'amnésie maintenant. Il est évident que. Je suis personnellement pas amnésique. Non, le mec, il joue 2 pièces en même temps. Il joue le mari, la femme et l'amant à Orléans. Et il joue au théâtre du Rond-Point Rêver peut-être. Il est tout sur l'amnésie. Je vais vous faire une réponse qui ne sera pas une réponse politique, c'est simplement une réponse humaine. C'est vrai que j'ai un peu connu François Mitterrand, un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Personne ne le connaissait bien. Enfin, disons que je n'avais pas besoin de le connaître, que d'autres auraient besoin de le connaître. Moi, c'était simplement une relation humaine. Je n'avais rien à demander, et je n'ai jamais rien demandé à qui que ce soit d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui m'a effectivement fasciné. Très bien. Je le dis moi-même, je l'ai toujours dit. J'étais moins client du deuxième septennat. Je l'ai d'ailleurs largement ouvert à cette époque-là pour bien faire comprendre que je n'étais plus d'accord avec un certain nombre de choses. Il n'empêche que je ne trahis pas cette émotion que j'ai eue en connaissant cet homme, et que cette émotion, je ne la perdrai pas, quoi qu'on déterre aujourd'hui. On déterre avec François Mitterrand, on déterrera aussi d'autres choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, je ne suis pas pour qu'on occulte les choses. Pas du tout. Je suis pour qu'on les déterre, mais il y a une manière de les déterrer, et il y a une manière de faire la vérité qui est noble, et une manière de faire la vérité qui pue la merde. Guy Galopniki. Il faut quand même dire que Jean Edern, lui, a parlé quand Mitterrand était vivant et au pouvoir. Et beaucoup de gens aujourd'hui disent « Mon Dieu, c'était affreux Mitterrand, mon Dieu, quelle horreur !» Mais enfin, quand il était vivant et au pouvoir, on les entendait pas, ou on entendait le bruit de leurs pas qui faisait crisser les graviers dans la cour de l'Élysée. Alors, reconnaissons au moins ça. Ah oui, c'est pour le courage. Même un certain nombre de choses que Jean Edern disait, on disait là il exagère, là il est fou, là il est parano, là il déconne, là, et on découvre un jour. Parce qu'il y a une enquête et qu'on ouvre un placard et que Proutot oublie des trucs dans un garage dans les Yvelines, que c'était vrai. C'était vrai, on appelait Jean Edern, il appelait 2h du matin, viens boire un coup. Enfin bon, j'ai un truc à te raconter. Je dis, attends, 2h du matin. Non, mais je suis écouté, je peux pas te le raconter, je suis écouté. Mais c'était vrai. Je disais, c'était vrai. On va revenir sur le débat. La provoque aujourd'hui, c'est quoi? Le politiquement correct est partout. Qu'est-ce qui reste provoquant aujourd'hui? Qu'est-ce qui. À part vous, à l'Assemblée nationale, là, je vous dis, vous avez fait très très fort. Je crois que la provocation aujourd'hui, c'est de dire la vérité. Et je trouve que c'est tout à fait dommage. Sa vérité. Non, la vérité. Non, la vérité. La vérité. Et je pense que le fait que l'on cache cette vérité, vous avez fait allusion à la cohabitation. Pour moi, la cohabitation, c'est véritablement le sommet du mensonge et de l'ambiguïté. Et je crois que cette construction institutionnelle n'a fait qu'installer un politiquement correct. Et qu'il faut absolument qu'il y ait des voix qui se lèvent et qu'elles aient le courage de parler, même si elles sont contradictoires. Et surtout si elles sont contradictoires. Guy ? Je crois que l'idée, c'est toujours de secouer les idées reçues du moment. Et pour moi, les idées reçues du moment, c'est celle-là. Une des idées reçues, c'est aussi de penser que Canal+ est la chaîne de la liberté. Parce que je vous rends attentif à un détail.
Quand le premier quotidien français a été créé, c'est sur une dérogation accordée par Louis XIII à son secrétaire particulier, Théophraste Renaudot, c'est-à-dire son directeur de cabinet. Et quand Canal+ a été créé, c'est par une dérogation financière exceptionnelle pour le directeur de cabinet de François Mitterrand. Il n'y a pas eu de changement en 4 siècles. Une question, par exemple, si je dis Madame Boutin, quand elle a pleuré, je m'en foutais parce qu'il fallait bien qu'elle mouille de quelque part, ça c'est de la provocation ou pas? Non, c'est de la grossièreté. Laurent. Oui, alors la provocation, la vraie provocation serait maintenant le talent, tout simplement. Parce qu'il n'y a aucune révélation dans les livres de Jean Hederne, sinon la façon dont il l'a dit. Et tout le monde le savait en 83, de l'honneur perdu de François Mitterrand, et le cancer, et la collabo, et Mazarine, et tout ça. Et personne ne l'a répété. Donc il y avait un consensus mais c'est le talent. Il a mis 10 ans à le publier. Et il se consolait en disant que Victor Hugo avait mis 19 ans pour publier Les Châtiments. Ouais. Ok. Et le décès de Jean Hederne est une provocation en soi. Oui. Parce que c'est quand même le seul allié qui soit mort sur une plage du débarquement 50 ans après et à vélo. Et c'est drôle. Alors avant de Madame Boutin, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir à tous. Avant de se quitter, on va regarder un truc qui est pas mal aussi. Ça vient malheureusement de l'étranger. Je pense pas que ça passe sur Canal quand même, ça. Ça s'appelle Absolutely Fabulous. Let's take stock now. We've got 3 hours. Darling, finish the Beaujolais and walk away from it. No, shut up now, Patsy. Right, I'm off. Are we eating? Yes, what after? Yes, French, Italian, whatever you like. Oh, darling, no one's eating that sort of food anymore. There's a fabulous new Japanese in Mayfair. Everything is raw. Anything that has a pulse is lunch. All right, darling, whatever. Oh, the magazine called for you, Patsy. They need some decisions about this month's cover. Oh, really? Whatever can they need to know? I mean, it's the same every month. A model in makeup with a vacant look on her face. Well, I might drop in on the way home. See you later, Eddie. I'll leave the bottle. No, don't leave the bottle, Patsy. I need a clear head for the next 3 hours, please, darling. Oh, do you want some Coke? No, sweetie, no. Save it till later. All right, darling, good luck. Have you got something I can pee into? I want to do another test before I go. Pretty hell, Patsy. Watch it this time, will you? Anyway, darling, who was it you were with last night? Oh, he was just a windscreen washer I picked up at the traffic lights. Bun so tight he was bouncing off the walls. Bye, Patsy. Darling, bye. Alors, on va passer au 3e débat de la soirée. Les anges existent-ils? Mais d'abord, on va faire, Pierre Arditi, une hyperview. Bah oui. C'est vrai que ça vous tombe dessus à un moment. Bah oui, on va faire une hyperview. Puis ça va vous donner en plus l'occasion de répondre à un certain nombre de papiers que j'ai vus sur vous dernièrement et qui n'étaient pas tous très sympathiques en tous les cas. Donc, vous pouvez poser des questions aussi à Pierre Arditi, peut-être pas sur les mêmes que moi, mais sur des sujets plus privés, si vous voulez. Des questions plus intéressantes que lui. Et plus intéressantes que moi, ça sera pas difficile. Alors, il y avait un article dans l'IB, c'était lundi dernier, lundi 11, qui disait Pierre Arditi, talent caché, caché CHT. Il parlait de vous en disant que vous faites partie des acteurs qui pompent le gros des cachets de la fiction à la télé. Oui. Et il parlait de stars vieillissantes. Oui. Bon, comme on a presque le même âge, je trouve ça ignoble, je tiens à le dire. Mais voilà, d'abord, il faudrait expliquer à la personne qui a écrit ça, dont je ne sais pas le nom, puisque... Mais non, c'est juste des initiales. C'est signé que par initiales. Star, c'est exagéré. Oui, vous donnez le dos à mon moulin, parce que c'est très exactement ce que vous alliez dire. Oui. Voilà. D'abord, il faudrait déjà cesser d'employer ce mot à tort et à travers, parce qu'il ne signifie plus rien. Une star, c'est quelque chose de très particulier, il y en a extrêmement peu, et je n'en fais pas partie. Alors, c'est pas du tout de la fausse modestie chez moi, je ne suis absolument pas une star. Ensuite, je ne vois pas trop l'intérêt de me regarder de cette manière-là. D'abord, bien évidemment, je ne pompe pas, moi tout seul, l'ensemble de l'argent de la fiction, quoique sur certaines chaînes, ils en font tellement peu qu'après tout, on peut penser que j'en pompe une bonne partie. Vous êtes gentil de ne pas citer le nom. Voilà. Non, mais je veux dire par là que je n'ai rien à dire sur le fait qu'on puisse critiquer, en l'occurrence, une série de télévision qui s'appelle Un Francis, que j'ai tourné avec Brigitte Fosset, Van Eyck, Dupérer, un certain nombre d'autres. Je comprends très bien qu'on n'aime pas ça. On a tout à fait le droit de le dire, ça ne me choque absolument pas. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne vois pas d'intérêt de me taper la gueule de cette manière-là. D'abord parce que tout ça est évidemment totalement faux. Je ne ponctionne pas plus qu'un certain nombre d'autres gens qui travaillent dans ces mêmes chaînes. Qu'ensuite, mon Dieu, j'ai toujours dit, et je crois que je le montre, je suis un acteur pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je fais du théâtre, du cinéma, de la télévision, quelquefois même je dis des textes, mon honneur à moi c'est de passer d'Alain Resnais à Feydeau ou de Beckett à Guitry, que je considère que mon métier c'est ça, que j'ai été
baigné dans ce bain-là, puisque nous avons à peu près le même âge et que nous avons été biberonnés à Robert Hirsch. Moi, j'ai été biberonné à Robert Hirsch, j'ai été biberonné à Jouvet, j'ai été biberonné à Brasseur. Je ne me compare pas à eux, mais autant que je m'en souvienne, ces gens-là faisaient aussi un peu ça. C'est-à-dire que Brasseur disait lui-même, je vais m'amuser dans la journée, je vais faire mon métier le soir. C'est vrai, tout à fait. Bon, donc je vois pas en quoi cette chose serait une tare. Ensuite, que je sois vieillissant, naturellement, je suis vieillissant. Je trouve que finalement, je vieillis plutôt pas trop mal. Je me trouve plutôt mieux à 54 ans qu'à 25. Est-ce que vous pensez que Pierre Arditi vieillit bien? Franchement, oui. Je trouve qu'un homme est plus beau quand il vieillit. Il est vachement séduisant, mais les filles, vous savez bien que les femmes vous adorent. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais c'est vrai, un homme est beaucoup plus beau quand il vieillit parce qu'il devient plus mature et voilà, c'est vrai. Je sais pas. Il s'épanouit, voilà. Tout ça simplement pour dire. Elle est bien cette gosse. Vraiment. Hein. Tout ça pour dire que ça m'a profondément déplu. Non pas qu'on n'aime pas cette série, ça je m'en tape complètement, mais que cette manière de me regarder, je la trouve infâme. Mais finalement, comme dirait l'autre, il y a des lettres qu'il vaut mieux recevoir plutôt que de les avoir écrites quand elles déshonorent leurs auteurs. Parce que dans Minutes, ça vous emmerderait moins? Oui, je relèverai même pas. Bien sûr, vous avez raison. Ça me blesse parce que d'une certaine manière, c'est un journal que j'aime bien et c'est un journal que je lis pratiquement tous les jours. Mais ma lecture de Libération s'arrête aux pages politiques, économiques. Je ne lis plus les pages culturelles de Libération, qui sont, j'ai le regret de le dire, des pages totalement incomplètes pour le moins, qui encensent une toute petite partie de ce qui se passe culturellement dans notre pays, et en conséquence de quoi, je trouve que les pages culturelles de Libération ne font pas leur boulot. Non pas parce qu'elles m'attaquent moi, encore une fois, ça me blesse puisque j'aime bien ce journal. Je veux dire que cette manière de regarder me fait un peu penser à une presse d'occupation qui tout d'un coup deviendrait raciste. Alors, je n'ai pas envie qu'on devienne raciste avec moi. Je crois n'avoir rien fait dans ma vie qui mérite ce traitement-là. Très bien. Voilà. Non, mais ce qu'on pourrait se dire, est-ce que le fait, vous avez 53 ans, donc est-ce que le fait... 54. Oui. Est-ce que... Je suis plus jeune que vous, alors. Oui. Est-ce que le fait... Tout le monde est plus jeune que moi. Dernière question avant de passer à Rêver peut-être. Vous préparez une série pour France 2 qui s'appelle Les 81 arts, qui est donc... qui parle des gens de gauche qui ont perdu leur âme après 81. Qui parle de tout un groupe de gens qui traversent cette période au moment où la gauche arrive au pouvoir, qui ne sont pas forcément de gauche d'ailleurs. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu votre âme, vous? Non, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon âme et je n'ai pas l'impression que tous les gens de gauche aient forcément perdu leur âme, même si à un certain moment, ils se sont un peu perdus de vue. Très bien. Alors, on en arrive à Rêver peut-être, donc qui est la pièce de Jean-Claude Grumbert que vous jouez au théâtre du rond-point des Champs-Élysées, avec Michel Aumont, Marcel Maréchal et Chantal Neuwirth, mise en scène de Jean-Michel Ribard. Ce que je veux dire, parce que là, je ne suis pas critique de cinéma, et Ruquier non plus, critique de théâtre, et Ruquier non plus. Enfin, c'est vrai qu'on est allé voir cette pièce, et que... Tous les deux, main dans la main. Main dans la main, parce que maintenant, comme vous le savez, on est ensemble. On n'a pas accès. Donc, non mais, sérieusement, on sait... Je veux dire, c'est une pièce grave, mais le texte est tellement drôlement écrit, avec certaines fois, d'ailleurs Grunberg le dit, un côté un peu Almanach Vermo, hein, et c'est tellement mis en scène d'une façon joyeuse par Rib, que finalement un thème aussi grave, c'est quelqu'un qui veut venger son père, dont le père a disparu pendant la guerre, qui veut le venger, enfin... J'en parle mal, parce que, dites-nous, c'est un rêve en fait. Ce qui est formidable, c'est que c'est comme un rêve. C'est comme un rêve, oui, voilà. C'est comme un rêve, oui, mais c'est, au fond, la pièce, elle dit ce que Grimbert a assez souvent dit. Il est obsédé par l'image de ce père déporté qu'il ne connaît pas. Et au fond, à l'intérieur dans l'atelier, la thématique est très classique, elle est très terrienne. On attend quelqu'un qui doit revenir. Ici, on voit apparaître une sorte de spectre, qui est un spectre, qui est à la fois le spectre d'Hamlet, mais qui est aussi le spectre de ce père perdu. Simplement, on est dans le domaine du rêve et on est dans le domaine de la nuit. Et là, le combat de la nuit l'a emporté sur le combat du jour. Et la nuit, tout est possible, tout est permis, mais plus rien ne sera impuni. Et c'est ça, en fait, la thématique de la pièce. Ça, mis au milieu d'un magma qui est celui d'un rêve global, qui, comme dans tous les rêves, semble n'avoir ni queue ni tête, et quand même, petit à petit... Bien entendu, petit à petit, ça prend une cohérence. Oui, bien sûr, finira par emmener cet homme, et en réalité d'ailleurs cet enfant, homme, vers sa douleur initiale, qui est celle de la perte de ce père, c'est un enfant, qui ne venge début, pas. Chantal Neuwirth, au début, c'est son épouse, après c'est sa mère. C'est sa femme, c'est ça la femme. On dirait, je sais pas si c'est une bonne façon d'envoyer les gens voir la pièce, mais ça fait penser à un bon trip d'acide, quoi. C'est bien dans tous les sens. Écoutez, on peut voir ça comme ça aussi. Non, je sais pas, parce que tous les baby-boomers comprendront ce que je veux dire. Très bien, merci Pierre. Bon alors, prochain débat, les anges existent-ils? Alors, pour en parler avec nous, Jean-Charles de Castelbajac, vous y croyez? On va en parler. Monsieur Aziel, vous y croyez? Vous y croyez, vous êtes un spécialiste du sujet. Monsieur Blanc-Rue, vous
vous, moyen. Coussi coussa. Et Berkoff, alors lui, n'en parlons pas. Lui, c'est le libre penseur rationaliste que tout ça fait hautement rigoler. Alors, Jean-Charles de Castelbajac, alors vous dites un truc incroyable, vous dites « J'ai jamais cru au Père Noël, mais j'ai toujours cru aux anges ». C'est vrai. C'est un peu pour ça que vous êtes là, vous me direz. Hein. Alors, racontez-nous cette anecdote, parce qu'un jour, vous êtes dans un aéroport et vous faites arrêter parce que vous n'avez pas de visa. J'étais en transit entre Rio et Tokyo, en passant par New York, et je n'avais pas de visa. Et de fait, je suis rentré escorté par deux policiers dans un lieu qui était un lieu où j'allais me rafraîchir. Et je vois un monsieur les en train de... On va dire les toilettes. Oui, mais chacun sa typologie d'expression. Chacun appelle ça comme il veut. Oui, mais ici, on dit que c'est des toilettes. Ici, on dit la vérité. Des toilettes. Non, absolument pas. Ils ont dessiné. On dit la vérité. Et je vois ce jeune homme qui était en train de travailler sur une boîte en carton et de regarder l'intérieur. Et j'ai eu ce que certains appelleraient une intuition, d'autres un pressentiment. J'ai eu comme une voix qui m'a murmuré de partir. Donc je suis parti, j'ai fait 10 mètres et les toilettes ont explosé. Attentat par... il a été sauvé par son ange, donc on comprend qu'il y croit. Historiquement assez extraordinaire, parce que si vous voulez, les concours de circonstances, ce fragment d'espace-temps où vous vous trouvez en transit dans un lieu, dans un aéroport, il y a jamais eu, dans une ville où il n'y a jamais eu d'attentat, et de se trouver avec un terroriste portoricain qui fait exploser les toilettes de l'aéroport de Kennedy. J'ai jamais eu une couverture médiatique aussi forte, puisque j'ai été interviewé par 16 chaînes de télévision sur le parking de Kennedy Airport. C'était extraordinaire. Et à ce moment-là, au moment de l'interview, vous leur avez dit « Oui, c'est mon ange gardien qui m'a prévenu ». Pas tout à fait, parce qu'au moment de l'interview, je pouvais être soupçonné, puisque j'étais la dernière personne qui avait été dans le lieu. Alors, vous dessinez... C'est a posteriori. Je crois que j'en ai pris conscience dans le vol qui m'emmenait vers Tokyo. Vous dessinez des anges sur les murs, là, c'est devenu à Paris, vous dessinez souvent des anges, c'est assez joli, dans ces endroits où il y a des plaques qui commémorent des gens qui sont morts à la Libération. Des jeunes gens, je pense à un Jean de Bretagne, et vous dessinez des anges en 10 traits. Vous faites 10 traits comme ça. C'est 10 traits, oui. C'est 10 traits à la craie. Pour certains, c'est... Alors ça a été assimilé à des tags et tout, alors ça n'en est absolument pas, c'est juste un geste. Ce qui est assez étonnant, c'est que je ne les signe pas, bien sûr, mais je mets la date, et que je repasse parfois 2 ans après, et qui sont toujours là. Alors je leur ouvre les yeux, parce qu'en général, dans les faire le test, ce serait joli, moi. Ah mais c'est ce et on offrirait à Laetitia, un ange pour Laetitia. Ah bah oui, très bien, très On dit traits, on va compter les traits. On va compter les traits, 10 traits. Et Laetitia, je vais peut-être en faire un peu plus, parce que je peux aussi leur ouvrir les yeux. Je signerai. Je vous sens compter. Laurent pour Laetitia. Voilà. Non, je ne les signe pas. Ah bon? Mais Pourquoi? Pour Laetitia, oui. Voilà. Alors, souvent, je repasse 1 an après, et je fais... Ah, vous leur ouvrez les yeux. Voilà. Ah oui, vous prenez le temps de réfléchir. Hein. Alors là, on est le 15. Voilà. Ce qu'il faut dire d'ailleurs, ce qui est encore plus magique, c'est que la craie ne s'efface pas. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit Lascaux, par exemple, qui est peint au charbon et tout. C'est la pérennité. Et les robes qu'on voit derrière vous sont des... Alors je serais très touché que vous vous leviez. Et maintenant vous envolez. alors si vous je vais vous tourner, s'il vous plaît, mademoiselle. Oh, c'est joli. Ah, c'est joli. Ah oui, c'est très charmant. Oui, c'est très charmant. Il y a toujours Castelbajac en haut. Ça, en haut, sous le col, il y a écrit Castelbajac. C'est un souvenir de l'école. C'est un souvenir du pensionnat. Oui, absolument. C'est vraiment il y avait écrit Castelbajac. C'est la même étiquette. Voilà, c'est la même étiquette. Très sympa. Alors, on va y revenir. Monsieur Aziel, vous avez écrit 10 ouvrages sur les anges. Est-ce que vous arrivez à savoir si les gens que vous avez en face de vous ont des anges gardiens? Oui. Très bien. Alors, Paul-Éric Blanc-Rue, vous n'y croyez pas du tout, vous, tout ça. Vous luttez contre ce genre de choses. Vous avez écrit un bouquin contre la véracité du Saint-Suaire de Turin, qui s'appelle Miracle ou Imposture, qui est paru chez Goliath, d'ailleurs, qui est une librairie catholique de Lyon. Et André Berkoff, donc, vous n'êtes pas spécialement sensible aux anges, vous? C'est vrai que j'y crois pas. Je crois pas qu'il y a des petits oiseaux voltants autour et qui nous disent ce qu'il faut faire. Et quant à la voix, alors là, c'est très intéressant. Parce que tout le problème, il y a un bouquin sur Jeanne d'Arc.
et Don Rémy. Ouais. Et en fait, on a su que Jeanne d'Arc n'avait jamais entendu des voix à Don Rémy. Ah bon? Elle était sourde? Elle était sourde et muette. Mais vous disiez, la voix, c'est aussi intérieur. Je crois que... Tout à fait. Et donc, parce qu'on dit que Jeanne d'Arc, c'était un ange, son ange qui lui parlait, c'est ça? Non, Jeanne d'Arc, c'était des saints. C'était des saints, oui. Non, c'était le stade supérieur. Il y avait l'archange Saint-Michel aussi. Il y avait l'archange Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Ouais. Mais bon, je crois que si chacun a besoin de ça, c'est bien si on en a besoin. Cela dit... Oui, vous êtes comme Christine Boutin avec les homosexuels. Vous avez de la compassion pour les gens qui croient aux anges, quoi. De la compassion. Alors moi, la compassion est quelque chose que je déteste. Et alors quelqu'un qui se penche dans la position de Christine Boutin, mais elle n'est pas là, ça m'embête. Oui, oui. C'est la position de la tireuse... Non, c'est la position de la tireuse couchée, ça m'embête. Oui. Je crois qu'on n'a pas à avoir de compassion parce que ça fait condescendant. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Oui. On regarde ces gens-là et on leur dit j'ai de la compassion pour vous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si Jean-Charles de Castelbajac se sent bien avec ses anges, eh ben, bravo pour lui. Parce qu'il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses sectes qui se créent en France. Bon, le phénomène sectaire est connu. Alors il y a de nombreux gourous qui se prétendent directement inspirés par des anges et qui fondent une petite secte qui va grandir, grossir, etc. Et qui vont donc exploiter la crédulité humaine. Alors ça, effectivement, c'est beaucoup plus dangereux. Nous, on s'élève effectivement contre ça. Contre l'art. Alors là, l'artiste a tous les droits. Que Castelbajac fasse effectivement référence aux anges, etc. Très bien, il a, je veux dire, absolument tous les droits. Tant que c'est beau, l'artiste peut faire ce qu'il veut. Pour faire trop de commerce avec, quoi. Quand on voit sur un panneau vidange gratuite, faut pas y croire. Vous vous sentez attaqué quand on dit ça? C'est vrai, moi là, pour préparer l'émission, je sais pas, j'ai dû recevoir 15 livres sur les anges, quoi. C'est beaucoup. Mais moi, je crois que c'est plus qu'une mode. Je crois que c'est en phase avec le début du siècle prochain aussi. C'est ce qu'il y a Tali aussi. Oui. J'ai vraiment le sentiment qu'on a vu quand même au niveau commercial, comme vous le disiez, aussi la mode des démons, des diablotins qui vendaient des camemberts. Enfin, on a vu des affiches dans tout Paris et tout, les micos vendus par Satan et tout. Je trouve ça éminemment plus sympathique de voir un parfum vendu par un ange dans le métro et une photo de Mondino. Je trouve que ça appelle à quelque chose de plus paisible. Très bien. Laetitia, vous y croyez aux anges, vous? Quand vous écoutez de la musique, vous écoutez Mozart sur un rocher en Corse au bord de la mer, est-ce que vous voyez des anges? Je crois surtout à l'instinct. Surtout. Et vous, Thierry, il vous dit quoi, votre ange gardien, dans votre oreillette? Mon ange gardien me dit que le débat est terminé. Voilà. Il y a une très jolie phrase de Roger Martin Dugard dans Les Thibauts qui dit « Il avait renoncé à appeler Dieu tout ce qu'il ne comprenait pas ». Voilà. Alors on pourrait éventuellement adapter cette un mot pour finir, monsieur Aziel. À la rigueur, je n'y crois pas non plus. C'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de pensée. Ruquier, c'est penser. C'est une affaire de logique. Ruquier, c'est penser. Est-ce que vous l'entendez? Faites-moi 31 balles. Bon, moi, ça n'a rien à voir. Il faut vous que vous le voyez. Kipling disait rêve, mais ne laisse pas le rêve devenir ton maître. Vous savez, les rêves partis. Je dirais que... Pour finir, ce sera le dernier mot, Jean-Charles de Castelbajac. J'ai le sentiment que autour de cette table ou dans cette salle et tout, à un certain moment, on va appeler son ange. Alors, Marcel non, mais Aziel va vous dire son nom. Je connais l'ange de Castelbajac. Donc, autant rester en contact le plus tôt possible. Il a édité un livre et je connais sa date de naissance et son ange. Alors, il s'appelle comment le mien? 24 février. Daniel, lui, il s'appelle. 24 février, il s'appelle comment? 24 février, 22 février, 24 non, 24, février. je connais ma date de naissance quand même, merci. Il s'appelle... il s'appelle Revien. C'est un ange de feu dans l'eau. C'est un ange de la volonté, dans la sensibilité. Ah, je me disais bien, oui. C'est la logique. Parlez-moi à l'aube de la mort. Te fatigue pas, hein? Non, mais Arditi a raison. Te fatigue pas, j'y crois pas, ton esprit. C'est un esprit. Il ne s'agit pas de croire ou pas mesdames, croire. messieurs, je n'y crois pas non plus. C'est savoir, pas croire. Mon ange gardien me dit effectivement que c'est terminé. Je vais vous remercier tous. Vous pouvez rester, André, parce qu'il y a un truc après qui s'appelle Box Office, auquel j'aimerais que vous participiez. Salut à tous. Bonne année. Merci d'être venus. Bonne année, comme vous dites. Pierre, je vous laisse filer parce qu'avec la vie que vous avez en ce moment... Et que les bébés restent dans les langes. Oui. Ah oui. Avec la vie que vous avez en ce moment, 1h30 sur scène tous les soirs. Là, maintenant, c'est compté pour moi. Oui. J'ai plus beaucoup de temps. Vous savez, là, je suis à la fin des choses. Bah oui, vous avez déjà 53 ans, faut bien le dire. 54. 54, je ne crois pas. 55 depuis 5 minutes. Ça fout le camp, une allure phénoménale. Merci à Berkoff, Blanc-Rue, Aziel, Castelbajac et à vous, Pierre, d'avoir été notre compagnon depuis le... Et au docteur Ploug. Parce que quand même, il est peut-être pas parce qu'il n'est pas là qu'on ne peut pas reprononcer et ses à noms. nos anges. Et à nos anges. Alors,
Mesdames, messieurs, comme on dit, ne zappez pas. Il y a maintenant la dernière séquence de l'émission qui s'appelle Box Office, mais box avec un E. Donc on va prendre des sondages, des hit parades, des classements qui paraissent chaque semaine dans la presse et on va essayer de voir si c'est... Enfin, je dis pas si c'est vrai, mais en tous les cas, si on est d'accord avec eux. Alors on va prendre les hommes les plus sexy, qui est paru dans Gala à la fin de l'année, les Glands d'Or, qui est paru dans VSD à la même époque, et puis ensuite on va faire quand même notre classement à nous, ça s'appelle les gens les plus énervants, voilà. Alors on commence avec les hommes les plus sexy, paru dans Gala. Alors pour Gala, les hommes les plus sexy sont George Clooney. Il est sexy. Clooney. Parce que ça fait pas sexy du tout. Non, parce qu'il a été cloné d'ailleurs. Ah, comment il m'a allumé la casta là. J'ai aucune chance moi. Chérie, t'as aucun souci à te faire, j'ai aucune chance avec elle. Elle aime Arditi, plus que moi. J'ai essayé. À la première occasion. Essayé. Ouais. Donc George Clooney. Clooney, le mec d'urgence. Le mec d'urgence, voilà. Vous le trouvez sexy, vous? C'est pas mon genre, non. Bon, c'est pas son genre. Ah. Si. Ah bon, Oh vous non, le trouvez oh sexy. non. Laurent? Si. Moi, je m'en fiche, non, franchement. Ah, il y a bon. des filles derrière qui disent si. Les filles partout. disent si. Bon, Olivier Carreras, vous connaissez Olivier Carreras? C'est qui C'est un garçon. Là, je suis qui- pas d'accord. Bon, d'accord. Vous avez droit à un joker, c'est celui-là. C'est qui ça, Olivier Carreras? C'est un garçon qui anime une émission qui s'appelle Pourquoi ça marche sur M6. Mais il Est-ce fait que ça genre marche? idéal un peu. Non, pas Olivier Pourquoi ça Carreras. marche, une autre. Il fait Oui. du ski, de la plongée, Ouais. machin, il fait genre Il idéal. fait Mr Beast en fait. Mr Beast. Mr. Beast. C'est pour ça qu'il est sexy, Mr Beast. Bah oui. Alors, Sami Frey. Ça m'effraie beaucoup aussi. Il est bien, Sami Frey, non? Ça m'y fait très bien. Je vois pas Bah, qui c'est pas votre génération, bien sûr, c'est Je la le connais. nôtre. Ah, bah, ouais. Il a fait un votre- extraordinaire, je me souviens, de Pérec, bicyclette au théâtre, extraordinaire. Il Ça était, me ferait... pour situer dans César et Dans César et Rosalie, Rosalie avec absolument. Yves Montand et Romy Schneider. Ouais, les femmes l'adorent, C'était ça, l'amant les de frères. Romy Schneider. Ouais. Et ce fut l'amant de Brigitte Bardot pendant longtemps. Alors, tournez les pages, Patricia, montrez les gens dont on parle. Alors, Sami Frey, Antonio Banderas, si vous Bah, excite. c'est le nom, ça, c'est le nom, ça. C'est Don Diego de la Viagra. Non. Non, mais je. Attendez, non, mais moi, ça Non, m'intéresse de savoir qui vous franchement, plaît. non, c'est pas. Bon, d'accord. Toi, il t'excite pas, Antonio Banderas. Non, pas spécialement, je trouve que c'est un bon acteur. Ouais. Moi, je l'aime bien. Patricia, Antonio Banderas. Ah oui. Oui. Non. Oui, quand? Oui, mais je Mais préfère pas tout de Clooney. suite. Elle hein, parce qu'on préfère, a les- elle préfère lui au sergent Garcia, c'est Ouais, logique. bien sûr, puis il faut finir l'émission là. Alors, après, tout de suite, il est là. Hein. Paul Auster, vous voyez qui c'est, Paul Auster, Laetitia, Oui, non? écrivain. Ouais, c'est Excellent un écrivain. Julien Clerc, vous le connaissez, Julien Oui, Clerc. j'aime beaucoup Julien Clerc, Il oui. vous plairait, Julien Clerc? Franchement, oui. Eh, Non, mais Julien, Julien c'est Clerc, toujours je la même comprends pas chose. parce que- C'est. Quoi? Vous savez Mais que non, je le connais. je peux vous le présenter, moi, Julien. Mais Julien Clerc, c'est le seul qui est vieillissant, tout ça, mais par rapport aux autres, lui, il a pas de cheveux gris. Alors, Comment Julien Clerc, il a vieillissant? jamais de Arrêtez vos cheveux conneries, gris. dire que les mecs de 50 Non, mais ans sont Clooney, il a vieillissants. des beaux cheveux gris, Scandaleux, Sami Frey je aussi. reviens plus ici. Hein. Bon, Bill Clinton, pas du tout sexy, Bill Clinton. Non. Sexuel, peut-être. Il est Sexuel, touchant. Non, il est peut-être, touchant. Non mais attendez, Ça, pour être défendons-le. touchant, il est touchant. Défendons-le, Bill Clinton. Tu veux défendre Bill Clinton, toi? Ah, défendons-le, Bill Clinton. Attends, c'est pas possible ce qui lui arrive. Oui. Pour une fellation furtive. C'est pas une fellation, Il va c'est un assumer. parjure. Vous êtes comme tous les Français. J'avais pas compris que ce qu'on lui reprochait, c'était un parjure et pas une Et fellation. alors, qui ment, qui dit la vérité en trompant sa Tout femme? ça, moi je vais vous dire. Oui, tout ça, qui dit la vérité. Qui dit la On ne vérité en saura trompant sa jamais la femme? vérité. Alors, ça n'existe c'est pas, ça. incroyable, les Français. Ah, Enfin c'est bon. incroyable. Clinton, Moi, il a j'aime commencé ce type. à harceler Paula Jones, après il lui a filé $1 million pour qu'elle se taise. Bon, non, Harceler, attendez. c'est elle Il qui lui l'a a il lui a harcelé. donné du liquide pour qu'elle ferme la bouche. Pierre Desgros, où es-tu? Ensuite, Service public, Pierre Desgros revient. Paula Jones, c'était quand même le premier taille-crayon, il faut le rappeler. Il y a eu après Monica Lewinsky, elles sont plusieurs quand même. Ça. Non, moi je trouve qu'il est formidable, c'est un signe de bonne santé. Bien sûr. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on est finalement. Le monde est gouverné bizarrement, ça c'est Ouais, sûr. c'est C'est qu'on a un supporter de foot à l'Elysée, un obsédé aux États-Unis et un ivrogne en Russie. Oui. Donc ça, c'est plus inquiétant Oui. peut-être. Mais les obsédés sont plus rassurants que les autres. Vous Parce trouvez que, oui, parce qu'ils pensent pas faire la guerre pendant ce temps-là. Ah ouais, bah lui, si. Si. Lui, oui. Et lui, c'est Ah, lui, parce que. non. Dès qu'il lui, peut, il parce- tire, hein. Clinton, Mais il fait la guerre pour faire oublier ses... Quand on l'empêche de tirer son coup, il tire d'autres coups. Ouais. C'est ça. Faut Alors, pas Emmanuel Petit, toujours je parle du sondage Gala. Footballeur. Hein? Footballeur. Footballeur, oui, mais sexy ou non? Sexy, ça, oh, non, pas sexy pour moi. Laetitia, il n'y a que vous pouvez nous départager là. Mais non, mais on peut. Non, à mon goût. Oui, Bon footballeur. Voilà. à votre goût. C'est un Voilà, non. Très bon footballeur, le meilleur de l'équipe presque. C'est dommage parce qu'il vient de quitter sa femme. Ouais. Oui, je vais en parler Mais après, c'est d'ailleurs. triste de parler des gens comme ça. Non, on parle pas des physiquement. gens, c'est nous. Alors, et Felipe González. Felipe Il est beurré. Messieurs, dames, Ardisson est Pas du tout beurré. Je lis Felipe Espagne et comme un imbécile, je dis González. Alors que c'est le fils du roi d'Espagne. Vous le trouvez sexy, vous, le fils du roi d'Espagne? Je connais pas.
Et vous? Personne. Il a de très beaux yeux, mais il n'est pas très sexy. Bon. Je ne vois pas qui c'est du tout. Si, c'est le prochain roi d'Espagne. Il faut prendre Stéphane Bern dans ces conditions-là. Mais justement, l'enchaînement. Alors on passe au gland d'or de VSD. Alors le gland d'or a été dit. C'est gland d'or ou gland d'or? Gland d'or. Bah, c'est Clinton qui doit être dans les glands d'or. Ah oui. Le gland d'or, c'est autre chose. Le gland d'or a été décerné à Stéphane Bern, justement. Non. En télé, oui. Je sais pas pourquoi. Ben, je sais pas, moi non plus. C'est vrai que bon, on l'a vu beaucoup, il est un peu comme tous ceux qu'on voit beaucoup, ça finit par agacer. Comme Arditi, comme Depardieu. Voilà. Non mais il lèche bien lui. Ah, il lèche très bien. Alors, bon le gland d'or a été crime de lèche-majesté. Ça c'est bien. Apprendre ou à lécher. Ouais. Alors PPDA, gland d'argent et Guillaume Durand, gland de bronze. Pourquoi Guillaume Durand? Mais je sais pas, c'est VSD, moi, attendez, j'en sais rien. Moi, je vais vous dire après qui m'énerve, moi. C'est très curieux, Guillaume Durand. C'est très, oui, parce que voilà, bon, c'est VSD. Alors dans le sport, là, il y a que des gens qu'on attend complètement. Il y a Virenque. Ah oui. C'est mérité. C'est mérité. Mais il ne le sait pas qu'il est glandeur. Non, c'est là-dessus son plein. Il y a Douillet. David Douillet, le judoka. Et allez-y. Où ça? Allez-y. Et en politique, alors là, je suis désolé pour vous, Christine. Le gland d'or, vous, Christine Boutin, bien sûr. Oui. Le gland d'or. Je croyais que vous parliez à Christine Bravo, qui fait l'émission samedi prochain. Bien entendu, Christine, notre amie, fait l'émission samedi prochain. Et donc, c'est Christine Boutin qui est gland d'or en politique. Oui, mais ça me paraît tout à fait justifié. Justifié. Ça. Ouais, Maintenant que vous la connaissez, vous trouvez aussi qu'elle mérite le gland d'or? Je ne veux pas prendre parti, mais oui. Elle est géniale. Je ne veux pas prendre parti, mais oui. On en fera quelque chose. Bien, Laetitia, elle est formidable. On en fera très vite. Alors après, il y a eu. Elle arrivera. Après. Mais arrêtez de la toucher sans arrêt. C'est incroyable. Je crois. Incroyable. Vous savez quoi, Ardisson? La dernière fois que j'étais venu chez vous, c'était Adriana Carembo. Aujourd'hui, c'est Laetitia Casta. Je crois que je vais redevenir hétéro. Il y a des belles gonzesses ici. Ah là, ma foi. Il y a des belles gonzesses. Les désespoirs sont permis. Alors, Le Pen. Lui, il est partout. Ouais, il est partout. Il est même gland d'or en deux après Boutin. Et Tibéri, notre ami. Attends, on devrait diviser le gland d'or de Le Pen avec Maigret. Oui, il y a un demi-gland d'or. Et alors, dans le cinéma, le gland d'or de VSD a été attribué à Claude Lelouch. Ensuite à Alain Delon. Et alors là, un truc que je comprends pas, à Caprio. Je vois pas pourquoi Caprio a un. Leonardo? Oui, Leonardo. Il est bien. C'est très curieux aussi. Bon, enfin, il mérite pas. Oui, non. Il mérite pas du il tout. vous plaît, Leonardo? Moins que Clooney. Est-ce que vous enviez Virginie Ledoyen qui va tourner avec Leonardo DiCaprio? Non, mais franchement, bon, je trouve que Leonardo, il faut le dire, a du talent quand même. Il faut le dire, faut être honnête. Dans Roméo et Il a beaucoup de talent. Non, faut être honnête pour son... Oui. Leonardo, tu as une ouverture. Non, pas du tout, non, mais je Il parlais était parfait dans Roméo et Juliette et dans Rambo. Talent, il en a, il faut le dire. Non, mais c'est très bien. Non, mais moi je l'aime beaucoup, Leonardo. Je dis rien contre Leonardo. Et ton Titanic. Si vous aimez bien Leonardo, attends, moi je me mets bien avec Cassa. Si vous aimez bien. Voilà, en chanson. J'adore Leonardo. Je vais te dire, avec ton Georges Clooney et ton Felipe González, tu n'as plus aucune chance. En chanson. Aucune chance, c'est foutu. Tu crois que je suis. En chanson, les tout. C'est Boutin que tu vas ramener à la maison. Ah non. Non, elle aime pas les PD. Alors, en chanson, les To Be Tree, NTM, ça NTM, je partage l'avis de VSD parce que c'est vraiment des glands. Et Obispo, voilà. Et Obispo. Alors après, les gens qui nous énervent. Alors qui vous énerve, vous? Maintenant, c'est un classement à nous, là. Là, on arrête de parler de VSD de Nous, Gala. ce qu'on pense, nous. Qui vous énerve le plus, Laurent Ruquier, aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la semaine, je dirais qu'il y a chevènement. Alors, autant, évidemment, quand il était dans le coma, il y avait une certaine compassion. On y revient parce que c'était normal, parce qu'il était sur son lit d'hôpital, même si c'était pas le premier ministre de l'Intérieur dans le coma qu'on avait eu, parce qu'on avait eu Jean-Louis Debré juste avant. Mais franchement, là, ça commence à bien faire. Ce coup, c'est le saint, le miraculé. L'impression qu'il va y avoir de l'eau de Belfort qui va être mise en vente bientôt pour asperger les voitures. Vous savez, quand on dit Jean-Pierre Chevènement est en Corse, tout le monde est comme ça. C'est une apparition, Jean-Pierre Chevènement. On le touche, hein. On le touche. Ah oui, c'est un mec. Ça, c'est assez énervant. Attendez, non, il est ressuscité comme Jésus. En fait, Laurent, moi, je voudrais dire quelque chose. Moi, j'étais persuadé que les médecins avaient opéré sur le cerveau. J'étais persuadé qu'on allait le retrouver avec des neurones autrement, à placer autrement. Pas du tout. Il arrive comme un anarchiste allemand. Le mondialiste. Les sauvageons. J'ai l'explication, c'est le professeur Debré, qui est un grand chirurgien, qui lui a refilé le cerveau de son frère. Bon, alors vous, ce qui vous énerve, vous, Patricia, qui vous a le plus énervé? Moi, je vais revenir un peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure. Moi, c'est plutôt les voyants partout, sans arrêt, avec leur traditionnelle prévision du mois de janvier. Et j'en ai trouvé un, alors particulièrement gratiné aux États-Unis. C'est une d'ailleurs, elle s'appelle Mystic Meg. Et alors, elle nous annonce, on en revient à Georges Clooney. On y croit déjà. Clooney, pas Clooney. Clooney.
J'y reviens, mais elle nous annonce que Georges Clooney, il va arrêter le cinéma et qu'il va monter un élevage de porcs. Ouais. Donc ça oui, surtout que le porc, en plus, ça marche pas du tout. En ce moment, c'est idiot. Ouais, c'est idiot. Ça bon, elle est idiote, m'énerve un votre peu pour voyant. lui. Donc vous, c'est les voyants en C'est général. les voyants en janvier, ça m'énerve. Il y a Jordi aussi, quand même, le retour de Jordi cette semaine, on l'a vu sur TF1. Oui, il y a Jordi, oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Le gamin a 11 ans, les parents le ressortent. Il fait son comeback à 11 ans. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent maintenant il fait de la techno pour faire jaune, sûrement. Ouais. Alors, moi, je peux dire qui m'a énervé. Il y a Jane Birkin. Je suis désolé, Jane. Ça fait 30 ans que tu es en France et franchement, dire toujours le porte, le maison, le tabouret, honnêtement, franchement, on n'y croit plus là. Donc maintenant, parle français normalement et tout ira bien. Dis Georges Clooney comme tout le monde. Voilà, dis Georges Clooney comme tout le monde. En tous les cas, comme vous aimez sûrement autant que moi Jane Birkin, vous irez la voir dans Oh pardon tu dormais au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Malgré tout ce qu'on peut penser, sur les planches, on la voit quand même. Oui, tout à fait. Sur les planches, ça va. Voilà. Elle joue dans La Théâtre, vous savez ça. La Théâtre. Voilà. D'autres gens qui vous ont énervé? Non, moi, est-ce qu'on peut revenir justement à quelqu'un que j'admire, un pornocrate? Quelqu'un que vous admirez? Un pornocrate qui s'appelle Larry Flint, oui, qui a donné $1 million en disant à ceux qui vont dénoncer et je trouve formidable. Alors j'ai reçu, et la semaine prochaine il faut en parler, Thierry, c'est le rapport Flint. Qui vaut largement le rapport Star. Il raconte toutes les histoires des types défenseurs des valeurs familiales et qui sont eux-mêmes les pires des pires hypocrites. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Qui vous énerve, vous, à part moi? En fait, parfois quand je marche dans la rue, je vois des femmes avec leurs enfants quand il fait froid et ça a le temps de m'énerver. Pourquoi? Parce que vous voulez absolument faire des enfants? Non, ça n'a rien à voir, mais je comprends pas qu'on puisse se servir d'un enfant pour gagner de l'argent comme ça. Ah, vous voulez dire les mendiantes? Les mendiantes, oui. Ah oui, c'est terrible, les Yougoslaves, c'est souvent des Yougoslaves. Ça a le temps de m'énerver. Alors, disons. Le Kosovar, Enfin, c'est prouvé, vous êtes marrant. Mais vous êtes politiquement correct. Les Bosniaques ou les Serbo-Croates. Non, ça vous énerve, ça, oui, bien sûr, qu'on utilise les enfants pour mendier. C'est ce que font les parents de Jordi, d'ailleurs. Il y a eu pire dans Libération. Dans Libération d'hier, on nous raconte quand même l'histoire d'un couple russe qui, à Courchevel, a laissé son enfant dans une poussette. Alors, affolement général dans la station de ski, tout le monde pensait que c'était un enfant abandonné. Et en fait, il faisait moins 7 degrés, moins 7 degrés à Courchevel, donc tout le monde pensait que cet enfant allait mourir. Et les parents russes sont sortis d'un restaurant qui était quelques mètres plus loin en disant mais occupez-vous de ce qui vous regarde. Chez nous, il fait beaucoup plus froid que ça et on laisse dehors sans problème. Voilà. Très bien. Je voudrais dire quelqu'un qui m'a énervé vraiment, Patrick Timsit. Pourquoi? Patrick Timsit, parce qu'il n'a pas osé aller jusqu'au bout. Alors je trouve que Patrick Timsit, qui commence à si on peut plus parler de personne, alors lui il commence à parler et puis il s'excuse, il fait une fondation avec la famille, etc. Je veux dire qu'il joue un rôle extrêmement grave. Il faut dire aux gens que Patrick Timsit a dit dans un sketch, les Mongoliens c'est comme les crevettes roses, à part la tête tout est bon. Voilà. Alors on peut contester ou pas, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, alors si on parle, on fait des blagues juives, les blagues arabes, les blagues belges, c'est politiquement etc., correct. ça veut dire qu'on ne peut plus rien dire de quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là vous aurez un corps de métier ou etc. qui va dire comment. C'est le politiquement correct, c'est que chacun veut faire valider ses propres valeurs par un tribunal. Voilà. C'est le politiquement correct. C'est Le Pen qui attaque Charlie Hebdo pour racisme anti-français. C'est ça le politiquement correct. Alors si vous en voulez un qui m'énerve et qui a un rapport avec ce qu'on vient de dire, c'est Jean Tibéri, puisque j'ai appris cette semaine que j'ai été mis en examen sur ordre de Jean Tibéri pour avoir dit sur une antenne, sur France 2 d'ailleurs, chez Michel Drucker, que sur les Champs-Élysées, quand le Tour de France est arrivé l'été dernier, il n'y avait pas grand monde pour accueillir les coureurs. Chirac et Jospin ne se battaient pas, contrairement au mondial, et que c'est tout juste, c'est pas Jacques Balutin qui leur a remis le trophée, le coureur, et que finalement c'était Jean Tibéri qui était à l'arrivée, et que c'était un super choix, c'est un formidable choix d'avoir pris Jean Tibéri pour accueillir les coureurs, parce qu'à côté de lui, les coureurs avaient l'air honnêtes. Et ils vous attaquent pour ça. C'est quand même pas bien méchant. Non. Franchement. Non. Mais un procès pour ça. Mais c'est fou d'attaquer. Tout le monde attaque tout le monde. Le problème des humoristes et des satiristes, c'est qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent. Donc je suis prêt. Je suis prêt avec les parents de Jean Tibéri à créer une fondation. À créer une fondation pour la défense. Bravo Laurent Ruquier. Ben voilà. Mesdames, messieurs, c'était tout le monde. Moi, ce que je veux dire avant de finir, c'est qu'il y a un mec qui m'énerve vraiment, mais vraiment grave. C'est mon fils Gaston, qui a 2 ans et demi, parce qu'il est en train de me piquer ma femme. Voilà, c'est dit Gaston. Ta mère passe trop de temps avec toi, je suis très jaloux. Et si avec lui? Et si avec lui? Bon voilà, donc c'était Tout le monde en parle. Rendez-vous dans 15 jours. Merci Laurent Ruquier, merci Laetitia Casta. Heureux de vous avoir connus. Merci Patricia Gaillot, merci André Berkoff et merci à tous les gens, à Catherine Barma et à Serge Calfon, à tous les gens qui ont travaillé sur l'émission. Merci beaucoup, à dans 15 jours, ciao.